Du coup, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Serena Garbolino et je suis doctorante en anthropologie de la santé et santé publique au CESTIM et spécialement dans l'équipe de recherche Santé Aircom qui s'occupe de recherche en santé communautaire. Et je suis là pour vous présenter les résultats d'un projet de recherche nommé ici Mars et notamment les résultats concernant la gestion de la réduction des risques dans les squats marseillais. Du coup, je vais juste vous donner quelques informations pour que vous puissiez vous retrouver et comprendre de quoi il s'agit. C'est un projet du coup de recherche et non pas avec une visée opérationnelle. C'est un projet qui se veut interdisciplinaire avec une multiplicité d'acteurs, à la fois du coup de laboratoires de recherche, mais également des associations et des ONG, dont Médecins du Monde, Fondation pour le Logement, Action contre la faim, voire même des acteurs institutionnels, dont la mairie de Marseille, la métropole et la dette. Plus précisément, il faut dire que c'est un projet de recherche qu'en fait vise ses objectifs en fonction en fait de certaines données liées au contexte de Marseille. On sait probablement toutes et tous que Marseille c'est une ville avec des disparités sociales importantes, avec des quartiers jugés ayant un taux de pauvreté les plus hauts de France. Mais on a aussi une forte absence de données sur les différentes formes d'habitat précaire. Et c'est pourquoi, en fait, ce projet de recherche a essentiellement trois objectifs. Le premier duquel, c'est un petit peu celui de recenser, du coup, les personnes habitant un squat. C'était une question qu'en fait, les associations se posaient pour pouvoir viser, en fait, leurs actions en termes de réduction des risques, notamment. Et ensuite, aussi celui de documenter et définir, du coup, les pratiques habitatives précaires et un squat, afin d'évaluer les besoins en termes d'accès aux services essentiels de santé et de réduction des risques. C'est un projet qui se veut aussi un petit peu novateur car il fait recours à des méthodes mixtes. Il y a une partie du coup, on va dire quantitative, ça veut dire avec des stats, tout ça, que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, d'autant plus qu'en fait, j'utilise des méthodes un petit peu complexes comme le RDS, Respondent Driving Sample, au capture et capture, qui est une méthode que par contre a permis d'aboutir à une estimation de combien de personnes habitent un squat à Marseille. On est arrivé à en déduire qu'il y a 6000 adultes. Du coup, cette chiffre ne tient pas en compte de tous les mineurs, tous les enfants que notamment vivent un squat à Marseille. Cette partie quantitative est accompagnée aussi de passation de questionnaires. Il y a eu 375 questionnaires du coup, qui ont été faits avec des personnes qui ont bien voulu aller dans les locaux d'une association, l'AUP, qui nous a prêté ces locaux. Et aujourd'hui, je vais me concentrer plutôt sur le volet qualitatif, c'est-à-dire qui a consisté à des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire on parle tout simplement avec la personne qu'on a en face, avec des objectifs de recherche, mais l'idée c'est vraiment celle de mener un échange assez libre, bien qu'il est guidé par les objectifs. Il y a eu donc l'autre laboratoire de recherche qui a fait 15 entretiens auprès des acteurs associatifs et institutionnels, et moi je me suis concentrée sur 24 entretiens qui ont eu lieu à la fois dans les locaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi parfois directement dans les squats où les personnes vivaient. Les personnes ont été choisies essentiellement, il fallait que pour participer au projet de recherche, il fallait qu'elles soient majeures, il fallait qu'elles habitent à Marseille, et il fallait également qu'elles habitent un squat. Et en fait, on a vu que finalement, c'était pas si évident de pouvoir comprendre exactement ce que c'était un squat. Parce que justement, lors de l'inclusion, on s'est retrouvé par exemple à devoir décider si une personne qui vivait dans une voiture, par exemple, pouvait considérer qu'elle habitait un squat, alors que par exemple, on intégrait des personnes qui habitaient un camion parce qu'ils occupaient par exemple un terrain vague. Du coup, là, on a pu faire 24 entretiens. Là, je vous ai mis juste une liste pour rendre compte un petit peu aussi des différences des personnes interrogées. Il y a différentes nationalités, différents quartiers aussi
dans lesquels ils se retrouvent à vivre, et surtout différents types aussi de bâtiments dans lesquels elles habitent. Mais justement, comme je vous disais, c'était compliqué de pouvoir déterminer exactement qu'est-ce que c'est un squat. En fait, on s'est rendu compte que squat, c'est un terme quelque part politique, qu'un vrai renvoie à une variété de pratiques. En fait, le squat, c'est juste un outil parmi une palette de stratégies pour survivre dans des contextes d'exclusion, des contextes que par ailleurs sont multiples, hétérogènes, dont les frontières parfois se superposent. Et d'ailleurs, c'est des contextes qui changent aussi selon les périodes de la vie de la même personne, voire selon la saisonnalité. On a des squats qui, par exemple, sont où les personnes s'abritent pendant la période hivernale, qui ne sont pas du tout utilisés pendant la période estivale, et vice-versa pendant l'été. Il y a des personnes qui montent des campements de tentes et qui sont plus utilisés pendant l'hiver. Et en substance, on peut dire que c'est vraiment un continuum de formes différentes d'habitat, que ce soit par les édifications matérielles, les relations sociales et les valeurs symboliques. Et justement, ça permet un peu d'aboutir à ce qu'on a trouvé comme définition, qu'on va utiliser dans ce projet. C'est-à-dire, on appellera squat le fait d'habiter dans un endroit sans une reconnaissance légale de l'habité. Voilà, c'est un peu la définition que, du coup, Consomment a utilisée pendant toute ma présentation, à laquelle on renvoie. Essentiellement, du coup, ça peut paraître un peu abstrait comme schéma, mais en fait, ça veut dire tout simplement que quand on aborde la question des squats, on a d'une part des trajectoires et des parcours individuels de chaque personne qui recourt à ces pratiques de squat. De l'autre, on a aussi un contexte plus large que celui de la ville. Et du coup, pour essayer de faire une sorte de classification que je vous épargnerai aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, une sorte de classification de squat, on se base un petit peu sur 3 éléments. Du coup, l'édification matérielle, vraiment les bâtis ou non bâtis d'ailleurs, dans lesquels finalement les personnes habitent, les relations sociales qui ont lieu à l'intérieur de ces endroits, et enfin la symbolique des espaces. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est pour ça que vous avez un gros cercle autour, c'est qu'il s'insère dans un contexte, c'est un contexte d'inégalité, et que c'est celui de la valeur politique de l'urbain. Du coup, pour essayer de vous présenter vraiment que les éléments plus importants, on peut dire qu'un des objectifs, c'était aussi celui de voir un petit peu le profil des personnes. Mais encore une fois, on a vu comment il s'agissait vraiment d'une grande diversité de parcours. D'ailleurs, quand on parle de squat, on ne peut pas se limiter exclusivement à des revendications politiques, bien qu'elles existent, des pratiques de squat liées intimement à des revendications politiques. Et on ne peut pas non plus se limiter juste à considérer les squats comme une façon de vivre qui serait un héritage de différentes conceptions culturelles de propriété ou d'itinérance. Ça va bien au-delà de ça, et on peut utiliser différents critères en fait pour essayer de classifier, en tout cas s'en sortir un petit peu dans cette complexité. Par exemple, un des critères qu'on peut considérer, c'est celui de comment ça se passe la vie dans les squats. On peut avoir des endroits où on a une vie collective très forte et une autre où on a des situations de grand isolement. Mais c'est une sorte de continuum dans lequel on a les différents endroits qu'on a retrouvés dans cette recherche. Et je voulais juste vous citer une phrase qui ça fait vraiment un peu phrase choc qu'une personne a citée, mais que par contre rend bien compte de certaines dynamiques qui ont lieu. Une personne qui me dit, en fait, dans des contextes de grande précarité, si tu vis seul, bah, tu risques de mourir seul. Et du coup, voilà, au-delà des phrases de choc, c'était vraiment quelque chose de parlant par rapport les relations sociales qui du coup peuvent avoir lieu. Et il faut rappeler aussi que du coup les squats peuvent être à la fois un effet de paupérisation dans lequel des personnes se retrouvent à perdre leur travail, le logement et du coup recours au squat, mais aussi de façon peut-être ambivalente un outil d'émancipation aussi, et on le verra par la suite. Du coup, un des objectifs de la recherche, c'était aussi celui d'interroger un petit peu le rapport entre santé et squat, et de façon peut-être un peu surprenante pour certains acteurs, finalement, on a retrouvé qu'il y a des effets positifs sur la santé des personnes. Le squat a des effets positifs, notamment parce que ça permet un soutien entre pairs, ça permet une mise à l'abri directe sans attendre des listes interminables du 115, ça permet aussi parfois de rentrer en contact avec des associations. Toutefois, il n'y a pas que des aspects positifs.
positifs, vous imaginez bien. Il y a aussi des impacts négatifs, mais ils sont plus liés à l'incertitude de la précarité, voire même à l'insalubrité parfois, qu'aux conditions véritables du squat. Cependant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas tant tous les éléments qui ont été étudiés dans ce projet, mais surtout les pratiques de réduction des risques, les stratégies de réduction des risques qu'on voit mis à l'œuvre dans les différentes squats du projet. Avant tout, il faut déconstruire peut-être un préjugé qui est assez répandu, celui pour lequel beaucoup de personnes qui consomment de drogue, justement, ils seraient en situation de précarité et vivraient un squat, et vice-versa, celle pour laquelle beaucoup de personnes à squat font recours aussi à des drogues. En fait, tout au moins du volet quantitatif, on a 375 personnes qui ont été interrogées et que 39 personnes ont déclaré de consommer de produits psychoactifs. C'est du coup toute une petite minorité, c'est 10% des personnes que dans l'ensemble des personnes vivant en squat de ce projet déclarent consommer des produits psychoactifs, des drogues et des médicaments. Et cet élément-là, on le retrouve aussi dans les entretiens, le volet qualitatif, parce que là, on n'a que 4 personnes sur 24 qui déclarent consommer des drogues, et en parlent d'ailleurs assez librement. Il faut rappeler quand même que, vu que c'est un projet de recherche qualitatif, cela n'est pas représentatif, mais pourtant est bien significatif pour déconstruire tout au moins cette image de squatteur défoncé, vice-versa de défoncé squatteur. D'ailleurs, ce qu'on voit, et beaucoup de personnes nous racontent, c'est qu'en fait, ils ont intégré quelque part aussi une vision négative des drogues, comme a été présenté dans l'atelier précédent. Il y a aussi des formes d'autostigmatisation que les personnes intègrent elles-mêmes. Et du coup, beaucoup de personnes disent que ne consomment pas de drogue parce que dans un contexte répressif et de précarité, en fait, ils le voient comme un problème en plus. Surtout quand on craint constamment que ce soit les contrôles de police ou les expulsions. Du coup, la première stratégie, finalement, c'est celui d'éviter les risques et d'éviter aussi la consommation de produits psychoactifs pour certaines personnes. Parfois, il y en a d'autres qui, effectivement, consomment des produits. Et là encore, ils disent qu'ont une attention accrue due à les conditions qu'on retrouve de précarité dans la rue et dans les squats. Enfin, on peut se demander quel type de produits sont consommés. Et là, on voit que finalement, ce n'est pas des situations exceptionnelles, celles qu'on retrouve en squat. C'est un petit peu la même, ça suit les mêmes tendances que sont énoncées par le FDT, les données de 2025. On a surtout des personnes qui parlent de consommation de cocaïne, que ce soit sous forme sniff, crack ou injection. On a des opiacés opioïdes, tout particulièrement Skelance ou Butex Méta. On a enfin de l'alcool et du cannabis que parfois joue aussi des rôles sociaux, de lien social. Et on a aussi de consommation de ecstasy, MDMA, psilocybine, LSD, amphétamine, surtout dans des contextes festifs. Voilà, c'était juste pour présenter en fait le panel assez large qui recoupe tout à fait les tendances qu'on peut retrouver. Et pour ce qui concerne des pratiques, là encore, on n'a pas une surreprésentation, par exemple, des pratiques d'injection, comme encore on pourrait le croire dans une image un peu stéréotypée. Là, c'est par exemple un extrait d'un entretien d'une personne qui, du coup, défait quelque part certains stéréotypes, parce que, contrairement à l'idée pour laquelle l'injection concernerait surtout l'héroïne, il dit que, à l'occurrence, l'héros ne l'injecte pas. Il préfère fumer l'héros et injecter la coque. Ce qu'on peut constater, c'est en tout cas beaucoup de façons de consommer différentes. Pour ce qui concerne des outils de réduction de risque, on a bien entendu le matériel, mais on a aussi d'autres stratégies qui en fait sont mises en place. On a par exemple des lieux partagés et supervisés par les pairs. On a 2 témoignages de personnes qui du coup parlent d'espace véritablement de réduction des risques. Ils les définissent vraiment espace RDR à la maison, toujours avec du matos, pour avoir la consommation la plus safe possible. Dans d'autres contextes un peu moins organisés, il y a quand même quelqu'un qui dit d'abord je ne surveille pas qu'est-ce qu'ils font les gens, et puis il se corrige, il dit je jette un coup d'œil quand même. Et du coup, voilà, cet élément de supervision par les pairs, c'est un outil de réduction des risques qu'on rencontre. N'est pas le seul, on a aussi, qui va un peu avec, celui d'échange entre le pair, de discussion, du fait qu'on parle souvent de consommation.
Et enfin, on a aussi des stratégies de gestion de consommation que sont évoquées par les personnes, plus que du sevrage complètement. Et il disait que c'était à travers les connaissances rencontrées aussi dans les lieux de vie, dans les squats, que la personne, à l'occurrence, a pu commencer à gérer sa propre consommation, à trouver des solutions qui permettent de la gestion des cravings. Parfois, il y a des problèmes, comme partout. Et dans ce cas-là, pour faire face à ces deux témoignages qui parlent d'OD, qui interviennent dans des squats. Et dans ce cas, ce qui nous intéresse, c'est le partage des tâches comme outil, du coup, pour gérer des solutions d'urgence. Dans ce cas, il y a une personne qui, du coup, suite à une injection, a des problèmes avec du sang un petit peu partout. Mais ils peuvent la résoudre grâce au fait qu'ils appellent quelqu'un d'autre. Et encore une fois, c'est pas forcément ce qu'on pourrait croire. Malgré le fait qu'en France, il n'y ait pas de loi du bon samaritain, du coup, les personnes qui appellent le secours peuvent quand même avoir des répercussions légales importantes. Et il y a des témoignages de personnes qu'en cas de dé, ils appellent le secours. Et pour ce qui concerne véritablement du coup le matériel, dans tous les panels de matériel, du coup ça va des roulettes à paille en passant par les kits d'injection. On a deux cas de figure. L'un, c'est plutôt une gestion collective d'une personne qui du coup dit que autour de rôle, en fait, ils vont aux différents carrus de différents endroits où pouvoir récupérer du matos pour le mettre à disposition de ces endroits dans ce squat-là précisément. Ou une autre personne qui va au bus méthadone et récupère des seringues aussi pour ses collègues. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une diversification des sources, c'est-à-dire les personnes ne vont pas qu'en seul endroit. En fait, parfois dans un carude, parfois au bus, parfois dans des XAPA même. En fait, il y a vraiment une diversification pour faire en sorte d'avoir toujours le matériel nécessaire sous la main. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que au-delà de ces gestions collectives, il y a aussi une gestion autonome des personnes par elles-mêmes, que du coup, chacun va chercher le matos dont il a besoin quand il en a besoin. Et en fait, du coup, tout ça, ça nous ouvre un peu à des discussions. Je vais essayer d'être très bref et des perspectives. En fait, on voit comme dans certains endroits, du coup, qu'on peut définir quelque part, qui sortent de l'ordinaire, en tout cas qui ne respectent pas toutes les normes sociales, il y a des nouvelles normes parfois par lesquelles il y a une acceptation des consommations, ce qui fait en sorte que c'est plus facile d'en parler, de partager. C'est une certaine banalisation, entre guillemets, qui a déjà été étudiée dans d'autres contextes, notamment le festif pour le cannabis, mais qui se retrouve aussi dans ces endroits avec du coup une meilleure gestion des risques. Et puis, il y a surtout une réduction de risque qui a lieu entre pairs, avec peu de besoins de soins qui sont exprimés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ils ne sont pas exprimés dans le cas de ces entretiens-là. Et du coup, c'est une mise en valeur des savoirs expérientiels entre pairs, comme des stratégies aussi pour faire face aux conditions de précarité qu'on peut retrouver dans les squats. Finalement, du coup, ça pose des questions. Est-ce que c'est pertinent de continuer à entretenir le profil du squatter qui consomme de drogue? En tout cas, voilà, c'est pertinent peut-être de le remettre en question pour cibler des actions de réduction des risques qui répondent vraiment aux besoins des personnes. Et ces besoins des personnes, souvent, sont dictés aussi par des injustices systémiques et une précarité qui détermine les vrais besoins en termes de santé, en termes de logement, en termes de besoins de services essentiels. Et puis, ça questionne en fait l'aller vers, en invitant en fait à aller au-delà de l'aller vers, parce que dans le cas des différents entretiens, en fait, on a vu que plus que l'impossibilité matérielle d'aller chercher par soi-même, il y a des disparités territoriales pour lesquelles c'est plus difficile. Par exemple, de squatter un centre-ville, du coup, on occupe plutôt dans des zones éloignées des points névralgiques, du coup, éloignées parfois aussi des carudes, par exemple. Et du coup, effectivement, dans ces cas-là, les personnes étaient en demande d'action d'aller vers pour avoir du matériel. Et sur ça, je vous remercie pour votre attention. Merci, super pour la gestion du temps. Et du coup, ça nous laisse un peu d'espace pour pouvoir... je pense que ta présentation a dû soulever quelques questions. Est-ce que dans la salle... Ouais, vas-y, ou oui. ici même.
Et ben dans cette question précise, non, il n'était pas inclus. Oui, oui, oui. Ça, c'est drogue, médicaments. Voilà, la question a été posée. J'ai justement, parce que du coup, c'est les collègues Canty, et je leur ai posé la question, et effectivement, ça ne comprenait pas l'alcool. Et sur l'alcool, est-ce que vous avez d'autres... est-ce que c'était des gens qui présentaient particulièrement des troubles de l'usage ou en fait En fait, c'est pas quelque chose qui a émergé très fortement. Du coup, sûrement, il y aurait des choses à creuser en plus, mais il n'y a pas... Oui, ça n'a pas sauté à la figure. Mais c'est sûrement quelque chose dont quand même les personnes ont parlé et qui est présent. Moi, j'avais une petite question technique. Je me demande comment, en fait squatter, c'est quand même très exposant. C'est très pénalisé en France. Ça expose à 3 ans d'emprisonnement ferme, 45 000 € d'amende. Du coup, quand tu parles de recenser la population de squatteurs sur Marseille, quel accueil tu as eu des gens? Ça, c'était une des discussions qu'on a eues. Il y a eu différentes copies d'organisation du projet de recherche. C'était une des questions qui me portait à cœur bien spécialement. Et en fait, une des idées, ça a été aussi celle de profiter de ce projet de recherche pour voir un petit peu les effets néfastes de la loi Kasbarian-Berger, parce que notamment la pénalisation des squats vient de cette loi assez récente. Du coup, c'était l'occasion de voir un petit peu les effets que cette loi pouvait entretenir. Et puis, du côté de ne pas causer de problèmes aux personnes qui répondaient à l'enquête, ça, c'était vraiment une préoccupation éthique fondamentale dans laquelle on a essayé vraiment de garder au maximum l'anonymat. Il n'était pas demandé du coup la localisation précise du squat, uniquement le quartier dans lequel il se situait, pour éviter vraiment qu'il y ait une récupération des données de recherche. Et d'ailleurs, on a été très clair, même si dans la liste des acteurs institutionnels, j'ai cité la dette, du coup la préfecture, on était très clair sur le fait qu'on ne il n'y aurait pas de partage des données brutes du projet, afin de garder vraiment l'anonymat le plus possible pour les personnes. Et c'était... Voilà. Ok, merci. Ouais, c'est important, je crois. Oui. J'imagine en fait, on travaille aussi dans le secteur et on sait qu'il y a des squats ce n'est que des consommateurs de drogue qui squattent des endroits et là c'est pas 10%, c'est plus de 90%. Donc c'est pas compté en fait dans le pourcentage, j'imagine. C'est des volontaires à mon avis qui sont venus. Alors, pas exactement, parce que du coup, là, les entretiens ont été faits sur la base du recrutement de la partie statistique quantitative. Et du coup, c'est une méthode qui permet de recruter les personnes, on va dire, par connaissance interposée. Dans le sens, une personne qui, du coup, est en contact avec des associations reçoit un coupon qui va donner à 3 personnes qu'il connaît, mais qui ne sont pas forcément en contact avec les associations. Et en fait, au fur et à mesure, la personne qui reçoit un coupon donne à 3 autres personnes, ce qui permet vraiment de couvrir tout un tas de personnes qui n'ont aucun lien avec des structures existantes. Et au contraire, les squats, là où il y avait le plus de consommation, c'était ceux qu'on a rencontrés par le biais d'associations de réduction des risques que déjà connaissaient cet endroit-là. Du coup, en fait, la méthode quantitative, ça permet vraiment d'avoir accès aussi à des personnes qui sont bien cachées quelque part, qu'on ne met pas en lumière en fait par les médias qui ont tendance à relater justement ces squats où il y a plein de consommateurs, mais du coup c'est quand même une réalité existante, celle pour laquelle effectivement il y a peut-être des endroits comme ça parce que par exemple à Marseille il n'y a pas de salle de consommation, du coup il faut bien avoir des endroits où pouvoir consommer, mais de l'autre côté ça ne représente pas les pratiques de squat, ça va bien au-delà de ça. Merci beaucoup. Bon, on est nombreuses à réagir sur ce 10%, parce qu'effectivement, soit on a des gros préjugés, soit il y a quelque chose dans l'étude qui, en tout cas, pose question. Moi, là-dessus,
d'expérience, quand on va observer des questions de consommation dans des espaces où c'est pas problématisé, moi je pense par exemple à une expérience d'ethnographie en prison où étonnamment il y avait quand même très peu de gens qui répondaient, qui consommaient, parfois des personnes qui m'avaient été adressées comme étant consommateurs, et comme mon étiquette elle n'était pas très très claire de comment j'intervenais, qu'est-ce que je faisais de mes données, voilà, en tout cas je respectais tout à fait que les gens ils aient des doutes en fait de ce qu'ils pouvaient me dire, et donc voilà, donc moi c'est ma première partie de la question, c'est à quel point c'est possiblement biaisé cette réponse, et deuxième partie c'est en lien avec, on travaille ensemble avec Serena, donc par rapport à ta thèse sur les usages de médicaments. Et je me posais la question, est-ce que dans les critères donc de médicaments, Lyrica, Ritaline, Rivotril, en tout cas un certain nombre de médicaments qui circulent à Marseille en dehors des cadres prescrits, je voulais savoir si justement ça avait été observé, discuté, et dans la catégorie usage de drogue, est-ce que ça en faisait partie? Okay. Merci pour ces deux questions. Alors, pour ce qui concerne la première question, c'est quelque chose sur laquelle, effectivement, on a réfléchi. Et il faut dire que, du coup, les fameux 10% viennent des questionnaires qui ont de la partie quanti. Et en fait, ces questionnaires-là, il y avait toute une équipe d'enquêteurs qui étaient des enquêteurs pairs qui faisaient passer les questionnaires. Et en fait, c'était souvent, du coup, c'était des personnes des communautés respectives, parfois des communautés linguistiques aussi. Du coup, ils n'étaient pas forcément faits en français, ils étaient faits par des personnes, on peut dire, plus proches des personnes concernées. Du coup, bien évidemment, il y a toujours ce biais d'acceptabilité pour lequel ils répondraient non, parce que c'est une pratique stigmatisée. Pour autant, on a essayé de tout mettre en place pour effectivement faire en sorte qu'il y ait le plus possible de confiance. Après, pour ce qui concerne les entretiens qualitatifs, bien entendu, je pense que dans ce cas-là, une enquête ethnographique peut être de meilleure, peut tisser des vrais liens avec les personnes, et ça n'a pas été le cas. Comme je disais, de toute façon, ce n'est pas représentatif en général partout, mais c'était les résultats qu'on a eus. Et concernant la deuxième question, du coup, effectivement, j'ai essayé de creuser un petit peu cet aspect médicament. Pour la question du quanti, la question était, est-ce que vous consommez des drogues et ou des médicaments psychotropes? Du coup, ça les comprenait. Et dans mes enquêtes, dans mes entretiens, il y a eu des personnes qui parlaient de tramadol surtout. Mais comme je disais, il y en avait beaucoup qui disaient en fait, je ne veux pas me créer d'autres problèmes. Ils avaient vraiment tendance à voir ça comme un problème supplémentaire et du coup ne pas recourir à ça, voire même à mettre... En fait, il y avait toute une partie aussi des résultats qui met un peu en évidence comme en général par rapport aux soins, il y a toutes des stratégies d'évitement, même des stratégies d'éviter de tomber malade. Il y a quelqu'un qui dit « Ah j'éviterai de tomber malade ». Non, en fait, je ne peux pas choisir d'éviter, mais du coup, il y a des stratégies aussi d'évitement de recours aux médicaments en général, des personnes qui décident de se calmer en faisant un tour, avec les moyens du bord, mais voilà, il y avait beaucoup de personnes qui parlaient plutôt de ça, ce qui ne veut pas dire que d'autres pratiques existent. Une dernière question, peut-être. Je voulais juste revenir sur la méthodologie des coupons que je trouve assez intéressante, ce qui me fait penser un peu à l'étude Icône 2. Oui, tout à fait, c'est la même. Donc, c'était par rapport à ça. Mais qui m'interpelle parce qu'en fait, on réagit sur les 10% des usagers de drogue, et sur l'étude Icône 2, on avait aussi réagi en se disant, que 30 à 40, enfin je crois plus de 40% des personnes touchées à Icône 2 n'avaient jamais eu fait affaire de près ou de loin avec des structures addicto, et qu'on disait, ça changeait un peu le paradigme, et que ça devait nous interroger en tout cas sur nos pratiques, et encore une illustration, quoi. Voilà, merci, c'était juste... Merci. Ok, merci beaucoup. Je vais vous demander d'échanger de switcher les chaises. Maintenant, Juliette Pont Marie Pont, tu vas nous parler un peu de contexte beaucoup plus ruraux. Oui. Alors, du côté de Strasbourg. Voilà, alors,
Donc, moi, je m'appelle Marie Gobineiro, je suis infirmière, je travaille dans l'association ITAC et je vais vous parler de l'antenne mobile de réduction des risques en zone rurale. Donc, ça va faire 9 ans que l'antenne mobile existe dans la structure d'ITAC. Elle a été créée vraiment spécialement pour le milieu rural parce qu'on s'est rendu compte que justement il y avait une difficulté pour les usagers d'aller vers les structures qui pouvaient être adaptées pour eux, c'est-à-dire les structures médico-sociales, soit par méconnaissance, soit par difficulté à l'accès. Donc on circule en camping-car et du coup on est composé d'une équipe pluridisciplinaire. On a vraiment mis l'accent sur la pluridiscipline, sur cet aspect-là. On est 2 infirmiers, une aide-soignante qui est aussi spécialiste dans la conduite du camping-car, mais on est tous habilités à conduire, une travailleuse sociale, une médecin et un pharmacien. Il faut savoir qu'on est tous à temps partiel sur ce dispositif. On intervient en général sur d'autres dispositifs de l'association. Voilà l'Alsace Nord, donc diagonale opposée d'ici et plus précisément le Bas-Rhin. Donc là, vous avez une vue justement de comment est-ce qu'il est composé. Donc, et comme on a dit précédemment, on parcourt énormément de kilomètres puisqu'on essaye justement d'aller au plus près des patients dans différentes zones. Donc, pour avoir une ordre d'idée, l'année dernière, on a parcouru en camping-car plus de 17 000 kilomètres. Voici l'intérieur du camping-car. Donc sur la deuxième diapositive, c'est l'espace d'accueil. On rentre par peut-être la porte que vous voyez ici. Et donc ça nous permet d'accueillir une personne, voire 2 personnes maximum, sachant qu'on est déjà 2 intervenants. La première diapositive, c'est l'espace qui est justement derrière, qui est l'espace de soins. Donc où on peut réaliser des dépistages ou des soins locaux quand justement il y a l'infirmier ou le médecin qui est présent et suivant les demandes évidemment des patients. On voulait vous parler de la spécificité du public accueilli en zone rurale. Donc, il faut savoir que c'est des personnes qui sont majoritairement discrètes, on va dire même cachées, comme on avait pu déjà voir dans la première présentation. C'est pas des gens qui vont afficher justement on va dire leur statut et donc pas se présenter, comme on disait précédemment, vers les endroits appropriés du tissu médico-social. Et il faut savoir que justement dans le milieu rural, il peut y avoir justement une méconnaissance des professionnels dans les questions d'addictologie. Donc aussi justement les professionnels à avoir du mal à orienter justement par rapport aux demandes spécifiques en addictologie. On a aussi remarqué qu'il y avait toujours dans les villages, alors en Alsace c'est très apparent encore, un tabou, une stigmatisation des espaces, des consommations en fait, c'est-à-dire que pareil, tout le monde se connaît, et du coup c'est compliqué pour les usagers aussi de faire face à ça. La précarité est quand même différente en milieu rural. Il y a très peu de gens à la rue, en fait. Les gens n'appellent pas le 115, par exemple. Donc, il faut aussi le savoir, ce qui crée aussi, au niveau social, des choses différentes. L'éloignement géographique est très présent parce que tout ne se passe pas dans un village et du coup, ça peut être très mal desservi au niveau des cars, des trains. Donc, et rendre justement l'accès encore plus difficile. Par rapport aux consommations, on n'a pas trouvé tant de différence par rapport au milieu urbain. C'est-à-dire qu'on a justement des personnes qui consomment tout type de produits. Je vais vous montrer après un témoignage justement d'un couple qu'on a suivi et qui vont vous parler des consommations. Mais donc justement à savoir, on ne peut pas dire que justement on puisse retrouver une spécificité là-dessus en milieu rural. Par rapport à la réduction des risques et l'aller vers, donc en réduction des risques, on favorise évidemment un lien de confiance, l'anonymat, la gratuité des soins. On leur offre un milieu justement qui est déstigmatisé, où justement il n'y a pas de choses qui peuvent leur rappeler des milieux de soins, l'hôpital. C'est un lieu neutre, exprès. On a un camping-car qui n'est pas étiqueté justement XAPA ou une structure en addictologie aussi pour favoriser ça. On favorise justement un accueil justement où les gens puissent se poser. On leur offre justement pour ça un café, quelque chose qui permet aussi le lien.
Par rapport justement à l'aller vers, on va au plus proche du patient. On va se déplacer donc dans le lieu où il habite, jamais au domicile, mais on va essayer de trouver un endroit où justement il va pouvoir nous rencontrer. Par ça, on fait, pour la première rencontre, on voit avec lui ce qui est le plus adapté, ce qu'il connaît comme lieu, et si on peut justement se retrouver à un endroit où le camping-car peut stationner sans être trop visible, trop gênant, mais quand même dans un lieu qui soit pas complètement à l'écart. Donc l'accessibilité, c'est justement par rapport à ce qu'on lui propose, c'est rompre l'isolement social et géographique, c'est en lui proposant justement ces différents lieux dans le médico-social pour qu'il puisse s'en emparer également. Et pour justement qu'il nous contacte, on a besoin de se faire connaître et donc communiquer sur nos actions dans ce territoire qui peut être quand même très vaste. Et pour ça, il faut qu'on organise justement nos actions. Donc je reprends donc ce que j'ai dit. Donc nos actions se divisent en deux. Les accueils individuels avec justement les personnes qui souhaitent nous rencontrer. Donc on leur offre cet espace d'accueil. Il y a un gros volet sur la prévention et surtout dans l'accompagnement social également pour répondre justement selon leurs besoins et par rapport à leurs droits. Pour vous raconter un petit peu comment est-ce que ça se passe pour l'accompagnement individuel, nous on sort tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Généralement l'après-midi, on fait des permanences suivant des territoires du Bas-Rhin. Et les personnes soit savent qu'on va aller dans cet endroit, ils nous appellent pour nous dire qu'ils ont telle ou telle demande, ou c'est quand on est là-bas, on va justement voir si eux sont disponibles aussi. Pour les premiers contacts, donc les personnes qui ne nous connaissent pas, justement, ils ont eu l'information soit par orientation, c'est-à-dire un partenaire qui leur a donné justement l'information qu'on était là, soit c'est l'usager qui a trouvé l'information lui-même, soit sur les sites, soit en regardant justement par rapport à ça. Le bouche à oreille fait beaucoup, c'est-à-dire quelqu'un qui vient nous voir en individuel peut justement conseiller à des personnes avec qui ils consomment de venir nous voir pour du matériel ou pour différentes choses. Et comme on fait aussi des interventions collectives, c'est suite à des interventions collectives, ils peuvent ensuite demander une intervention en individuel. Donc voilà, j'en viens à l'action collective. On intervient dans des lieux soit du médico-social, soit à la demande justement des personnes qui y travaillent, soit c'est nous qui leur demandons s'ils ont des besoins. Et du coup, on fait des animations avec des usagers concernés par les consommations ou même sans être concernés pour justement déstigmatiser aussi ces questions-là. Ça nous est arrivé d'intervenir en milieu festif, c'est-à-dire dans un festival, et avec un autre XAPA également, pour rencontrer les personnes au niveau de ces questions-là. Et on peut aussi rencontrer évidemment les professionnels pour répondre à leurs questions au niveau de la dictologie. Donc, nos missions, je l'ai dit précédemment, accueillir, informer, dépister. Dépistage, on fait en effet des fibroscades et des TROD. Et informer, ça peut être évidemment sur leurs pratiques, les droits des usagers, les produits. On fait aussi de l'analyse de drogue par Synthèse et Analyston Prod. Et justement les risques qui peuvent être pris lors de consommation. Et donc l'information passe toujours également par une orientation qui peut être demandée par le patient. Voilà. Par rapport à la délivrance de matériel, donc là c'est une photo dans le camping-car aussi, c'est pour vous montrer qu'il a vraiment été aménagé par rapport à ça, et on retrouve tout le matériel qu'on peut retrouver en Caruth par exemple chez nous. Donc ça peut être évidemment d'injection, de sniff et d'inhalation. Par rapport au tabac, comme on est 2 infirmiers, on est habilité à faire des prescriptions de substituts nicotiniques. Et on a un partenariat avec la vape du cœur, on peut délivrer des vapes également.
Alcool, il y a moins de matériel, mais évidemment, il y a aussi tout un travail qui est fait là-dessus. Et réduction des risques sexuels avec préservatifs et lubrifiants, évidemment. Et on met à disposition pour les consommateurs d'opioïdes, d'opiacés, de la naloxone sous forme de Ventizolve ou de Prénoxade, évidemment, qui sont gratuits chez nous. Et voilà, il faut savoir que les substituts nicotiniques et l'analoxone sont les seuls médicaments qu'on donne dans le camping-car. Il n'y a pas de TSO, par exemple, ou d'autres médicaments, même si la demande du patient peut être forte là-dessus. Évidemment, on a aussi un volet PES avec un retour possible des seringues utilisées. Donc le travail en réseau, j'en ai parlé, il est très important justement dans notre travail. Là, ce que j'ai voulu montrer en avant, c'était justement les kits experts. Alors, on a un partenariat, je vous laisse voir. On a un partenariat justement avec les pharmacies qui sont d'accord. Ceux qui vendent du coup des kits experts, on leur délivre des kits de chez nous qui donnent gratuitement, où vous le voyez sur la deuxième photo, il y a nos coordonnées où ils peuvent nous contacter. On travaille évidemment avec l'Exapa, puisque c'est quand la demande de soins est présente chez les usagers, on puisse quand même les orienter dans ces structures. Évidemment, il faut qu'on y ait une connaissance des établissements médico-sociaux. Pour qu'on puisse être dans une commune, on a besoin de travailler avec les mairies. Et évidemment, on travaille aussi avec les personnes qui sont en soins avec les patients. Ça peut être les médecins ou les infirmiers. Voilà. Et encore toujours, dans ce milieu rural, on va vers les gens aussi pour proposer des sensibilisations et des formations à des professionnels de territoire pour viser vraiment à une déstigmatisation. Les lieux d'intervention, j'en ai un peu parlé. Donc les permanences où on sort, c'est vraiment les lieux hebdomadaires où on a des permanences en général fixes, mais on peut se déplacer aussi. C'est pas toujours figé et ça doit être quand même des endroits identifiés. Pour les actions collectives, on travaille 2 fois par mois dans une salle de consommation alcool qui se trouve dans la ville d'Haguenau. Et dans un d'Exapa, on propose justement des permanences fibroscan. On intervient toutes les semaines aussi dans un ESAT, donc auprès des usagers de l'ESAT. Et on participe à un programme d'éducation thérapeutique du patient en hôpital de jour psychiatrique. Voilà, on a plein de choses qu'on voudrait consolider, comme justement des interventions dans les CMP, les GEM et les maisons de santé. Voilà, je voulais donc vous parler des limites ou en tout cas des difficultés justement à travailler en antenne mobile. Après, c'est pas complètement impossible de sortir, mais il y a des fois des difficultés par rapport à ça. On a parlé tout à l'heure du temps qu'on passe sur la route, c'est-à-dire que des fois on utilise plus de temps à aller vers les usagers que les entretiens en eux-mêmes. La consommation de carburant se ressent aussi du coup par rapport à ça. Du coup, pour continuer au niveau des problèmes techniques, il y a la météo qui fait que des fois on ne peut pas sortir, soit parce qu'il fait trop froid, du verglas, tout ça, c'est un peu compliqué, ou au contraire les canicules qui font que c'est invivable dans le camping-car. Donc il faut aussi mettre cette limite-là. La route, il faut savoir que on rentre dans les villages et il faut connaître certaines rues alsaciennes sont très étroites et avec un camping-car, comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours évident. Mais c'est pour ça qu'on essaye de voir au mieux avec le patient où se retrouver. Il peut y avoir des pannes, évidemment. On sort quand même tous les jours avec le camping-car, les travaux techniques sur le camping-car. Sinon, au niveau des usagers, eh bien, on ne va pas se mentir, c'est des fois un peu compliqué de maintenir justement une file active au niveau des usagers. Il y a des fois où on peut les suivre pendant une longue période et puis tout d'un coup ne plus avoir de nouvelles pour différentes raisons. Ça peut être vraiment fluctuant, comme justement ça peut être une fois une personne qui a besoin de nous rencontrer pour une demande de matériel et après ne plus nous contacter. Il y a aussi maintenir un lien avec les partenaires, ça prend du temps, le travail administratif. Il faut savoir qu'il y a un grand turnover au niveau des équipes et donc c'est rappelé à chaque fois qu'on est là, qu'on est présent et qu'on peut intervenir aussi à leur demande.
Et également, du coup, voilà, il faut savoir que des fois, se déplacer, c'est aussi accepter de rencontrer qu'un seul usager, ou des fois pas. Ça nous arrive aussi. Donc, justement, c'est des choses qui peuvent être un petit peu compliquées dans notre travail. Mais je voulais vous montrer une photo quand même qui montre qu'on voit notre camping-car d'une manière très positive. Et donc, voilà, on est très contents. Voilà. Merci Marie. Est-ce que vous avez des questions à poser? Allez, va. Oui, merci pour cette super présentation. Merci d'y croire. Merci. Ça fait du bien de rencontrer des gens qui y croient. J'avais une question pratique. Sur l'analoxone, oui. Vous assurez les formations des usagers oui, vous-même? Allez-y, pardon. Donc ça se fait dans le camion in situ, c'est-à-dire que le patient... comment vous faites en pratique? Vous donnez le produit, vous leur proposez la formation voilà. Alors, la formation, on va voir aussi quelles sont ses connaissances. Il y a aussi des gens qui connaissent aussi ce produit-là. Il faut savoir que c'est des personnes qui peuvent nous rencontrer pour une première fois, mais ils ont déjà un parcours, ils ont déjà tapé à différentes portes aussi. Donc, à savoir qu'on a des gens qui sont suivis en XAPA aussi, qui viennent nous voir dans le camping-car. En tout cas, au niveau de la naloxone, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment ces deux produits, le Vortisolve et le Prenoxade, c'est qu'en effet, on leur explique d'emblée qu'ils ne pourront pas forcément l'utiliser eux-mêmes. Et donc, en les formant, on a besoin qu'ils justement avertissent leur entourage ou les personnes avec qui ils consomment, qu'ils ont ce produit-là et qui peuvent comment l'utiliser et dans quelles conditions l'utiliser aussi. Tout à fait. Et en effet, c'est aussi cet avantage-là, c'est-à-dire que quelque part, le fait qu'ils connaissent, c'est justement, c'est important pour eux, parce que justement, encore une fois, il y en a qui consomment seuls, il y en a qui consomment avec d'autres personnes, et c'est justement un outil qu'ils peuvent utiliser. On a moins de retours en fait sur justement les utilisations de la naloxone. C'est-à-dire que comme on ne sait pas forcément quand on va les revoir, c'est aussi et qu'on est des équipes qui tournent aussi, c'est suivant ce que va nous dire le patient, c'est s'il l'a utilisé et s'il a besoin d'un nouveau médicament, en effet. Mais la formation, c'est-à-dire si vous nous demandez comment est-ce qu'on explique au patient comment l'utiliser, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Déjà, on va lui demander quel type vers lequel il va se diriger. Si c'est plutôt par injection ou si c'est plutôt par pulvérisation, puisqu'on a justement, il peut y avoir justement des craintes d'un mode à l'autre. On va lui expliquer aussi ce que c'est la naloxone. On va lui expliquer que c'est un médicament. On va lui expliquer que c'est quelque chose qu'il peut utiliser, même si ce n'est pas une surdose en opioïdes, et que ça, c'est quand même quelque chose de très rassurant. On va lui expliquer. Alors, il y a le problème du Prenoxade, c'est qu'il faut le préparer. Et c'est pas seulement l'injection, c'est qu'il faut le préparer aussi. Et donc, on va justement lui expliquer tout ça. On va lui expliquer les différents degrés. On va lui expliquer pour le Vortisolve justement une pulvérisation. Et surtout, on va leur dire que c'est important qu'ils connaissent aussi le numéro du SAMU quand ils l'utilisent ou qu'ils vont l'utiliser chez quelqu'un. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui est travaillé avec eux, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut véritablement faire des jeux de rôle sur j'appelle le 15 et qu'est-ce que je dis, quoi. Oui, c'est vrai. C'est hyper important de pas peur de me faire engueuler, parce qu'on ne peut absolument pas verrouiller comment va se comporter l'équipe en face, ça change tout le temps. Mais il faut vraiment faire des jeux de rôle avec les patients. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que nous, on a eu une formation des gestes de premier secours. Du coup, nous, professionnels qui travaillons dans le milieu de la dictologie, pour justement, et une des choses dans cette formation, c'était un appel au 115, pour qu'on puisse donner vraiment les informations qui permettaient aux gens d'intervenir. Et en fait, on se rend compte que même nous, c'est pas si évident que ça. Donc, on se rend compte que pour les usagers, dans une panne, évidemment, en plus dans la panique et tout ça, c'est quelque chose qui peut être encore plus compliqué, ouais, tout à fait. Et après, dans l'idéal, il faut aussi
former les mecs qui sont à l'autre bout au 115. Alors, parce que dans les 30 premières secondes, ils demandent l'adresse. C'est ça. Alors, je suis usagé, il y a une OD, dans les 15 secondes, tu me demandes mon adresse, je te raccroche au nez. Alors justement, il y a, on sort du domaine de l'antenne mobile, mais il y a notre directrice médicale, Camille Brandt, elle intervient auprès des SAMU. Et elle va justement, et en fait, parce que toute structure en électologie sera amenée à appeler le SAMU à un moment, ça peut être pour différentes raisons. Et du coup, on a aussi besoin que quand ils viennent justement dans certains lieux, il n'y ait pas justement des a priori ou des choses qui soient compliquées. Donc c'est essentiellement auprès du SAMU, mais on a déjà d'expérience. Moi, je travaille aussi au XAPA de Strasbourg. Il y a déjà des pompiers qui sont arrivés. On sentait qu'ils n'étaient pas très contents d'être là. C'était un peu... Voilà. Mais après, voilà, là, je vous ai parlé du milieu rural, mais c'est vrai que la stigmatisation auprès des usagers de drogue, elle est partout. Hein, c'est sûr. Une question pratique, mais c'est pour nous tous. Ouais. Parce qu'une de mes casquettes professionnelles, c'est de coordonner un petit Cégide. Est-ce que vous réfléchissez à imaginer l'accès à la PrEP via ce genre de dispositif? Parce que je suis désolé, mais c'est les mêmes, quoi. Oui, moi, je les vois arriver au Cégide pour demander la PrEP et je dis, putain, mais on les a vus en RDR. Ouais. Et à un moment, c'est compliqué de venir au Cégide de l'hôpital pour avoir sa PrEP. Demain, on aura des PrEP injectables pour 6 mois. Est-ce qu'à un moment, on ne doit pas se saisir de ça pour dire, putain, c'est nous qui le faisons? Nous, on travaille, donc là, je vous reparle aussi de ma casquette infirmière au XAPA de Strasbourg. On travaille aussi avec le Cégide de Strasbourg. Et en fait, nous, on a des médecins qui sont, on va dire, qui sont intéressés à la question du chemsex et du coup, qui sont vraiment sensibles à ça. Je ne vais pas vous mentir, dans l'antenne mobile, on a orienté très peu de patients au Cégide. Alors le seul Cégide qui existe, c'est celui de Strasbourg. Donc pareil, il faut un accompagnement. C'est pas aussi facile que ça. En plus, le Cégide de Strasbourg, il faut savoir qu'il n'est pas ouvert tous les jours à la même heure. Donc il faut aussi vérifier tout ça, l'accessibilité et tout ça. Donc c'est des questions qui en effet se posent. Comme je vous disais, par rapport à notre camping-car, on n'a pas un médecin qui est là tout le temps. Donc c'est des ordonnances. On a pris le parti de ne pas faire d'ordonnance justement dans le camping-car, mis à part ce que je vous ai dit, surtout au niveau des traitements de substituts nicotiniques. Donc c'est peut-être qu'on se revoit dans 10 ans et je vous explique un autre volet de l'antenne mobile. Alors, moi, je vous dis où j'en suis, dans mes rêves les plus fous. Hein. Bien sûr. On équipe les camping-cars et on fait une téléconsulte, quoi. Alors on a le médecin du Cégide qui est là et on imprime l'ordo. Bien sûr. On a fini, bien sûr. Et on a en fait. Il faut qu'on l'invente, ça. Ouais. Alors dans notre camping-car, si je vous le retrouve à la vitesse de la lumière, ça sera peut-être plus simple. On a justement un espace de téléconsultation. Ça, l'écran noir que vous voyez, c'est la téléconsultation. Ça, c'était vraiment dans l'idéal de la personne qui a conçu le projet. Justement, c'est comme on n'est pas amené à être tout le temps avec un médecin, c'était justement permettre d'avoir un diagnostic ou justement, comme vous dites, des choses beaucoup plus rapides. On a une imprimante, on a accès au Wi-Fi dans le camping-car. Donc voilà, vraiment, depuis que je suis là, on l'a très très peu utilisé. Ça se compte sur une fois. Donc voilà. Mais je vous jure, la PrEP en milieu rural, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui se contaminent. Par défaut d'accès à la PrEP. Et aller demander à son médecin, même quand il y a un médecin traitant, aller demander à son médecin traitant une ordo de PrEP, c'est compliqué. En effet, je valide ce que vous dites. Bonjour, merci pour la présentation, c'est très intéressant. Je reste un petit peu à peu près dans le même monde sur les questions. Donc, est-ce que justement par rapport, ça peut concerner les chemsexuels, mais aussi de base les personnes qui consomment en s'injectant, vous avez aussi des vaccinations VHB qui sont prévues généralement pour les patients qui viennent vous voir? Alors, on a la possibilité de faire des TROD et des fibroscans. En fait, il faut savoir que on peut. Un des publics qu'on rencontre sont très éloignés du soin. Donc, statut vaccinal, ils ne savent pas. La dernière fois qu'ils avaient vu un médecin traitant, ils ne savent pas. Quel médecin traitant, ils ne savent pas. Et du coup, c'est aussi quelque chose, c'est un travail qu'on fait. C'est pour ça que je reste sur cette diapositive. On a un espace de soins parce qu'on s'est rendu compte que, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui pouvait être tissé et qui pouvait justement être amené à être travaillé. Donc, on a la possibilité de faire des TROD, des fibroscans. Quand le résultat est problématique, TROD, on envoie vers le Cégide.
Là, par contre, on n'a pas la possibilité de faire de l'accompagnement. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et FibroScan, c'est aussi justement une réponse justement aux hépatites. Donc là, on oriente vers... on a notre médecin qui est sur le dispositif, qui a accès aux résultats et qui va justement recontacter la personne par la suite. Puisque dans les FibroScan, on demande quand même que la personne nous donne au moins un numéro de téléphone pour qu'on puisse justement la recontacter, surtout si le résultat du FibroScan est problématique. Pour les vaccinations, on n'a pas pris le parti d'en faire. On pourrait, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable pour la grippe, pour en effet pour les autres choses, mais pour l'instant, on n'a pas pris le parti d'en faire. Mais c'est quelque chose qui... on a déjà fait des accompagnements physiques, c'est-à-dire si la personne a justement... trouve un médecin traitant ou nous arrivons à faire le lien avec un médecin traitant, nous pouvons faire l'accompagnement physique. Ça, c'est déjà arrivé, en fait. Donc, ça aide aussi grandement à la personne de rentrer dans les soins pour que ça soit plus simple pour lui par la suite, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Serena, tu avais une dernière question? Ah oui, très brièvement, je voulais juste savoir l'articulation en fait de votre antenne mobile avec la RDR à distance, notamment je pense à Safe qui envoie beaucoup en milieu rural. Et voilà. Alors, nous, on a déjà été en contact avec le Carut 52. Qui est en fait qui a permis justement à des personnes qu'on ne pouvait plus voir dans différentes raisons de leur justement de faire une livraison de matériel. Et on a fait avec eux le premier entretien téléphonique, donc justement pour qu'ils puissent être en confiance et comprendre aussi ce que la personne demandait. Le matériel est légèrement différent, mais il y avait une prise de conscience qui était assez intéressante. Safe, on n'a pas eu affaire avec eux. Ça, voilà. Mais en fait, ce qu'on se demandait aussi, c'est savoir comment les personnes qui consommaient pouvaient avoir recours au matériel. Et peut-être que c'est justement par rapport à ça. Oui. Juste une petite question. Je voulais te demander, est-ce que tu as parfois des usagers qui te demandent de tester les produits? Oui, on fait de l'analyse de produits, soit par le réseau synthèse, soit par analyse ton prod. Et en fait, la difficulté, des fois, c'est de les revoir par la suite parce qu'il y a un temps d'attente qui peut être très long. Donc voilà, tout à fait. Exactement. Et Okay, voilà. Merci beaucoup. Je vous en remercie. J'enlève. Ouais, et je switch tout de suite. Juliette, je te laisse te présenter sur les hépatites. On va à Dijon là. Ouais, où il est mon diaporama? Je sais pas, c'est lequel? Attends. C'est pas celui-là, ça doit être. Ah, c'est parti là. C'est celui-là. Ouais, c'est ça. C'est bon? Là, j'ai pas l'habitude avec le PC. Voilà, et après je déplace ça. Alors moi je m'appelle Juliette, je suis militante à l'association SOS Hépatite Bourgogne-Franche-Comté et aujourd'hui je viens vous parler du road trip. Donc le road trip, tout le monde ne connaît peut-être pas. Bon, c'est pas encore mondialement connu, nos amis belges connaissent déjà, mais après tout le monde ne connaît pas. Donc le road trip, c'est quelque chose qu'on a eu, je lui avais lié à l'intérêt déjà. En fait, tout est parti de formation TROD qu'on a fait, parce que SOS Hépatite forme au TROD, donc on a formé des gens des XAPA, des CARUT, on a fait plusieurs formations en 2018-2019. Et grâce à toutes ces formations, ça nous a permis de constituer un réseau. Et de là, on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas de proposer une aide au dépistage aux structures, parce qu'on avait constitué un beau petit réseau. Donc, on a quand même une région qui est assez grande, 9 départements. Donc, on a essayé d'élaborer un circuit cohérent sur 2 semaines. Au début, on partait 2 semaines, en passant de structure en structure et en essayant de ne pas faire des allées-venues d'un bout de la Bourgogne au bout de la Franche-Comté. Donc, on essayait de faire un circuit à peu près cohérent. Et on l'a appelé donc le road trip épatant au début. Alors là, vous voyez l'équipe, une partie de l'équipe. Donc, on est tous il faut savoir qu'on est tous des bénévoles. Il n'y a aucun salarié dans l'équipe. Donc là, sur la photo, vous avez l'infirmière Véronique, vous avez notre présidente au milieu et moi, je suis à côté. Donc il y a aussi Pascal qui a parlé tout à l'heure, qui vient de temps en temps avec nous. Enfin, il venait surtout au début. Et donc, on est tous bénévoles et il n'y a aucun salarié. Alors, le matériel qu'on utilise dans les road trips, c'est les TROD, bien sûr, le GeneXpert et un FibroScan.
Alors, la spécificité du road trip, c'est ce que je vous disais, c'est le dépistage par les pairs. Alors, pas uniquement, puisqu'on a aussi du personnel soignant, puisqu'on a infirmières et parfois médecins. L'unité de lieu, donc notre région, la Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est-à-dire 9 départements, et on partait sur 15 jours. Alors, l'unité de temps, ça a un peu changé, parce que c'est quand même difficile de partir sur 15 jours, vu qu'on est tous bénévoles, on a chacun nos activités respectives, on a du boulot et tout ça, donc on part 3 jours par-ci, 3 jours par-là, on fait ce qu'on peut, quoi. Après, on est ambulatoire par obligation, donc on ne souhaite pas se substituer aux structures, c'est-à-dire que nous, on propose une aide au dépistage, mais en aucun cas, on vient faire le travail à leur place. Et on essaye de favoriser l'accès immédiat au traitement le plus possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a voulu rapidement avoir un GeneXpert, parce qu'au début, on nous parlait de buvard et tout, mais nous, l'idée, c'était quand même de faire des TROD. Si le TROD est positif, le GeneXpert. Si le fibroscan, il n'y a pas spécialement de fibrose, c'est souvent une population jeune et il n'y a pas de comorbidité, ben, du coup, on peut prescrire le traitement tout de suite. Alors, parfois, dans les structures, il y a un médecin, donc il prescrit. Quand il n'y a pas de médecin, on appelle Pascal. Au secours, Pascal, vite une ordonnance, on a une hépatite C et tout. Et on arrive à travailler comme ça. Donc, on a présenté nos résultats dans plein de congrès, donc ça a été souvent bien accueilli. Alors là, c'est les résultats des road trips jusqu'en 2022, les premiers road trips qu'on a fait. Alors, c'est vrai qu'au début, ça marchait bien. Le premier road trip, 15 jours... on trouve 12 hépatites C, on voyait à peu près une centaine de personnes sur 15 jours, donc ça fait une dizaine de personnes par jour en moyenne. Le deuxième, pareil, on en a vu beaucoup. Après, il y a eu le Covid, donc ça a été plus compliqué parce que les gens venaient sur rendez-vous, on voyait moins de monde, on voyait plus des gens à consommation d'alcool, moins à consommation de drogue. Et puis après, quand ça a repris, bizarrement, ça a remonté. Et puis, quand on fait les dépistages, on pose un questionnaire préalable aux gens, on leur demande s'ils ont pris des risques, s'ils ont échangé du matériel. Puis la plupart du temps, ils nous disent « Ah ben non, il y a les cas rudes. Non, non, jamais. On peut avoir du matériel facilement. » Et après le Covid, on s'est aperçu qu'il y en a beaucoup qui nous disaient « Ah ben oui, ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé. » Alors nous, on a supposé que c'est parce qu'en période de Covid, les cas rudes étaient davantage fermés. Donc, eux, ils sortaient moins. Il y avait les histoires de sortir 1 heure par jour, etc. Donc, peut-être ils ont davantage partagé du matériel. Mais ça, on suppose. On n'est pas sûr on est sûr de rien, quoi. Alors, maintenant, on s'est dit, il faut faire évoluer les road trips parce que, voilà, il faut continuer à travailler bien et tout. Donc, après, on a eu les TROD VHB qui sont devenus disponibles, donc depuis 2 ans à peu près. Donc, le TROD VHB, il dépiste uniquement les hépatites B chroniques, hein. On ne sait pas si les gens sont vaccinés, on ne sait pas si les gens ont une hépatite B, on sait juste s'ils en ont une aujourd'hui, quoi. Puis, on a eu un nouveau fibroscan parce que le vieux, il nous a lâchés. Donc, on en a racheté un neuf. On a trouvé un beau fibroscan et en plus, il est équipé du CAP, donc ce qui nous permet de voir aussi la stéatose. Et puis, on s'est dit, on va visiter des nouvelles structures. Alors, aussi à la demande de l'ARS, qui nous a demandé d'aller en CHRS. Et puis, on s'est dit, ça serait bien aussi qu'on aille en centre de détention, et puis aussi en microstructure, et puis aussi dans les PASS et les CADA. Donc, et puis quelques actions en milieu rural, mais là, c'est plus de l'information et ce n'est pas tellement du dépistage. Donc, voilà les résultats. Alors, c'est vrai que c'est un peu sur les PASS et le centre de détention, mes résultats, ils sont un peu fragiles parce qu'on n'en a fait qu'une. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup pour l'instant. On démarre seulement. Donc, vous voyez, le XAPAC à Rude, bon, on a vu beaucoup de monde. En CHRS, on en a vu moins. Donc, on voit bien qu'en CHRS, on va plus trouver des fibroses significatives ou sévères, des gens surpoids ou obèses. Dans les centres de détention, donc on a fait un seul centre de détention, on a vu 15 personnes, donc c'est pareil, c'est peu. Là, on n'a trouvé ni fibrose, ni hépatite, rien du tout, mais c'est pareil, c'est difficile aujourd'hui de dire exactement ce qui se passe en centre de détention. Il faudra qu'on en fasse plusieurs pour se rendre compte. Les microstructures, là, il y a un peu de tout en microstructure, en fait. Il y a un peu des populations qui consomment de l'alcool. On a trouvé une hépatite C quand même. Et puis, il y a aussi des gens qui ont des maladies du foie, de l'hémochromatose, des hépatites auto-immunes. Donc, les médecins des microstructures, ils essayent de nous grouper des gens qui pourraient avoir un problème au foie pour qu'on fasse les dépistages le mieux possible, quoi. Et puis les PASS, évidemment, là, c'est beaucoup les hépatites B. Donc, on en a trouvé pas mal. Mais c'est pareil, on n'en a fait qu'une pour l'instant. Donc, les hépatites B étaient déjà dépistées. On venait juste nous demander de faire un fibroscan pour voir si les personnes avaient des problèmes au foie. Alors, sorti de là, on s'est dit, les outils pour les structures ne sont pas forcément tous les mêmes. Alors, on voit bien que le fibroscan, c'est vraiment l'outil principal. Partout où on va, c'est le fibroscan qui est le plus important. Mais par exemple, si on va dans les PASS ou les CADA, ça va être surtout les TROD hépatite B.
le plus important, parce que là, c'est là qu'on va trouver de l'hépatite B. Bon, sauf quand on est dans des structures où il y a de l'Europe de l'Est, donc les gens d'Europe de l'Est, là, il peut y avoir des hépatites C. On en a vu des fois chez les populations georgiennes ou tchétchènes un petit peu. Les microstructures, on va dire le TROD VHC, c'est bien le FibroScan, toujours. Là, on n'a pas besoin de GeneXpert, parce qu'en général, c'est des maisons de santé, donc les gens ils peuvent facilement aller faire des prises de sang, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et les CHRS, on s'aperçoit qu'on n'a pas trouvé d'hépatite. C'est surtout des gens qui ont consommation d'alcool ou des gens anciennes consommation d'alcool, mais qui sont plus âgés, donc qui ont pris du poids, donc ils peuvent avoir de la stéatose, de la NASH, des choses comme ça, des fois des cirrhoses ou des fibroses avancées. Mais le 3 n'est pas forcément l'outil principal. Donc on s'est dit, maintenant, il faut qu'on panache les road trips, qu'on cible. Donc, par exemple, le prochain road trip, là, on en fait un fin novembre, ça va être vraiment le road trip panaché, là, parce qu'on va dans une maison d'arrêt, on va dans un CHRS, on fait sur une semaine, là, 5 jours. On a 2 journées en accueil de jour et un CADA. Donc, on s'est dit que panaché, c'était plus intéressant. On ne rentre pas dans une routine, on procède différemment, on voit des gens différents, ça nous permet aussi d'échanger puis de trouver des idées, quoi. Et on s'est dit qu'à terme, il faudrait peut-être visiter tous les types de structures, département par département. On s'est dit on pourrait essayer ça. Alors, pour analyser le road trip, alors au départ, c'est vrai qu'il a été créé uniquement avec l'objectif de dépister l'hépatite C. Le GeneXpert, au début, on s'est dit c'est un super outil de dépistage, et puis on s'aperçoit que c'est aussi un formidable outil de contrôle de guérison ou de vérifier les recontaminations. Parce que nous, on s'est aperçu quand on passe avec le road trip, parfois, des gens qu'on a dépistés d'une hépatite C, ils ont fait leur traitement, quand on revient l'année d'après, ils n'ont pas vérifié leur guérison. Parce que parfois, ils ont un circuit veineux endommagé et ils n'ont pas envie d'aller faire des prises de sang. Donc, par contre, quand on vient, oui, pas de problème, on fait un GeneXpert. Ils sont tout contents, on leur dit c'est bon, t'es guéri et tout, donc ça va. Donc le FibroScan, comme je vous l'ai dit, il est indispensable partout, mais il est utile aussi pour le dépistage secondaire pour les gens qui consomment de l'alcool, dans les CHRS notamment, les structures d'accueil de jour qui reçoivent les précaires, et puis aussi pour la MASH maintenant, qu'on en parle beaucoup, la MASH, la maladie du soda ou maladie du foie gras, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Donc on s'est dit aussi que l'équipe qu'on formait, soignants et pairs, c'était vraiment la combinaison idéale. Parce qu'on s'aperçoit que les soignants tout seuls, c'est bien les soignants tout seuls, mais il manque quelque chose. Les pairs tout seuls, il nous manque un peu de légitimité. Le fait d'être des pairs, de dire aux gens, tu sais, moi j'ai eu une hépatite C, ou parfois même, tu sais, moi j'ai été aussi un peu toxicomane. Ah bon, t'as été toxicomane? Non, je ne crois pas. Si, un peu quand même. Et puis d'avoir l'infirmière qui est là pour faire les fibroscans, qui rassure, qui dit, t'inquiète pas, si tu prends un rendez-vous au CHU, c'est moi que tu verras, etc. Ça fait une bonne combinaison, quoi. Donc on n'a pas envie de changer, on trouve que c'est parfait comme ça. Mais bon, il faut innover, et comme l'a rapporté l'étude ICON, pour toucher les plus réfractaires au dépistage et aux soins. C'est un peu l'étude ICON, c'est ce qu'ils ont fait avec ce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, Bourgogne-Franche-Comté, 3 millions d'habitants, donc par rapport à la prévalence estimée nationale, nous, il nous resterait environ, dans notre région, 3000 hépatites C à dépister. Donc, comment on fait pour 2030? L'OMS dit qu'il faut éradiquer l'hépatite C pour 2030. Alors, à notre niveau, il faudrait dépister 3000 hépatites C en 5 ans, c'est-à-dire 600 par an ou encore 50 par mois, sans parler des nouvelles contaminations qui s'ajoutent chaque année. On estime ça à peu près à 250 pour la région. Donc, il faut poursuivre les dépistages. Réaliser 50, voire 100 TROD avant de trouver un positif, ça peut décourager. On a l'impression parfois de chercher une aiguille contaminée, évidemment, dans une botte de foin. Donc il faut innover, il faut observer, écouter, discuter avec les usagers. Ce sont eux qui inspirent les nouvelles façons de dépister. Alors là, le prochain road trip, justement, on s'est dit, il y a beaucoup de précaires avec des chiens. On va demander aux chiens d'apporter leur maître. Donc, on a déjà repéré les structures qui accueillent ce public. Donc, on les a contactés. Ils ont dit, ah oui, c'est une super idée. Nous, on a plein de gens qui viennent avec des chiens. Oui, pourquoi pas. Alors, on a acheté des goodies spécial chiens. Donc, j'ai trouvé des gamelles pliables, des colliers anti-puces, des friandises, etc. Voilà. Non, mais donc ça, je me suis dit, je ne sais pas, peut-être que ça ne donnera rien, mais on expérimente, quoi. J'ai même fait un appel au sponsoring des fabricants de croquettes. Donc, ils m'ont dit que non. Ils aidaient déjà les refuges, mais que c'était super ce qu'on faisait. Donc, ils ont quand même répondu. Pédigré Pâle, ils ne m'ont pas répondu encore. Mais bon, il faut tenter, quoi. Je veux dire, ça... Voilà.
Donc voilà, il faut avoir des idées, quoi. Le meilleur moyen d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup. Et il y a un proverbe indien qui dit de la discussion jaillit la lumière. Voilà, merci. Merci. J'essaye d'en faire des nouvelles à chaque fois et ça plaît bien. Mais les chiens, là, on a hâte de voir ce que ça va donner. Mais du coup, c'est quoi de qu'est-ce que tu parles? De CHRS qui acceptent des gens avec des chiens? Non, mais là, là c'est plus les accueils de jour, en fait. Ils viennent en accueil de jour, c'est souvent des précaires qui vivent souvent dans la rue. Donc nous, on les voit, là, il y a l'Asdat de Dijon et puis il y a la boutique Jeanne Antide de Besançon. Donc ils viennent, soit ils viennent se réchauffer, ils viennent boire un café, etc. Et ils ont souvent des chiens. D'ailleurs, il y a souvent, comme un petit peu chez Itac, il y a les anneaux pour les attacher, les gamelles d'eau et tout. Et du coup, quand je leur ai proposé l'idée, ils m'ont dit « Ah bah oui, c'est une super idée parce que nous, on a plein de gens qui viennent avec des chiens. » Et c'est vrai que ceux-là, nous, on le voit bien, quand on va faire des dépistages, ils ne montent jamais au dépistage. Donc je me suis dit, l'idée des chiens, ça peut être bien. En plus, on y va à la fin du mois. Ça, c'est bien aussi parce qu'à la fin du mois, ils n'ont plus de sous. Donc récupérer des petits cadeaux pour leurs chiens, je pense que ça peut aussi être un moyen. Faut essayer de réfléchir, il faut essayer de trouver des idées. Et il faut les trouver, hein, les 70 000 qui restent à peu près, d'hépatite C. 100 000, tu dis? Ouais, donc on essaie de trouver des nouvelles idées à chaque fois. La dernière fois, on a fait des briquets aussi. Les briquets, ils aiment bien ça parce qu'on met nos coordonnées dessus, on a mis. Et du coup, on leur dit, voilà, si jamais un jour tu prends des risques, bon, il ne faut pas m'appeler le lendemain, hein, parce qu'il y a quand même la fenêtre sérologique, il faut le temps que le virus, on le trouve. Mais voilà, n'hésitez pas à nous appeler, on viendra faire un dépistage, on peut vous faire un TROD rapidement. Enfin bon, on essaye à chaque fois de trouver des nouvelles idées, mais c'est difficile. Hein. On y avait pensé à ça. Mais c'est pareil, comme c'était compliqué, on a dit on va faire sur les cadeaux pour les chiens. Mais on verra si ça marche, oui, ça serait pourquoi pas une autre fois faire venir même des gens d'une école de vétérinaire juste pour regarder si les chiens vont bien, si... Voilà. Des questions dans le public, oui. Voilà. Tu dis que vous ne voulez pas vous substituer... le jeu de mots est quand même génial, se substituer à un Xapa. Et c'est bien, mais l'expérience montre quand même, ça a été montré encore à la FES sur une enquête où 50% des patients traités en Xapa n'ont pas leur check contrôle à 6 mois pour vérifier la guérison. Et on ne sait pas si c'est des recontaminations ou des non-guérisons. Là, moi, je viens d'accueillir un patient avec une acide terminale qui a une espérance de vie à 1 mois. Il a été traité, il n'a jamais fait son contrôle il y a 12 ans. Voilà, il a été traité en Xapa, enfin peu importe. Mais je me dis, est-ce que c'est le job de l'association de venir dans les Xapa en disant on vient faire les checks de guérison et faire les fibroscans, vérifier que les mecs ne soient pas mis à picoler, etc. Ou est-ce que c'est le boulot du Xapa? Je trouve ça un vrai débat de dire... c'est vrai, mais le problème, c'est que comme vous allez passer, on ne le fait pas, quoi. Le problème, c'est que nous, on ne peut pas présenter la chose comme ça, parce que ça a l'air de dire, vous ne faites pas votre travail, donc nous, on va venir le faire. Et après, on risque qu'ils disent, non, c'est bon, on ne veut plus vous voir, vous. Donc, nous, on fait pour les usagers. À la limite, eux, ils le font pas, tant pis. C'est vrai que l'idée, c'était quand même de lancer un petit peu la motivation. Et il y en a qui le font bien, mais il y en a d'autres, non. On s'aperçoit que le travail n'est pas fait correctement, quoi. L'autre jour, on était en pleine séance et l'infirmière était en train de faire un fibroscan, alors qu'ils sont formés tous au TROD, hein, cette structure. Elle a entendu dans le couloir qu'il y en a une qui disait « Ah, c'est bien les journées comme ça fait venir du monde, on devrait le faire. » On dit vous attendez quoi pour le faire? C'est vrai. Mais du coup, nous, on ne le dit pas, quoi, parce nous, on veut continuer à le faire, on adore faire les road trips, et on se dit, si on fait des réflexions désagréables comme ça, ils diront non, on ne veut plus les voir. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on passe bien partout, les gens sont contents à chaque fois qu'on revient. Quand on dit on fait un road trip, il y en a même qui nous appellent. Quand est-ce que c'est le prochain road trip? Il faudrait passer, etc. Là, j'ai pas dit qu'on en faisait un parce qu'on aurait été obligé de refuser deux structures qui nous le demandent depuis longtemps. Donc, j'espère qu'ils sauront pas. S'ils le sauront, parce que je le mets sur les réseaux sociaux, mais bon, tant pis. Je dirais qu'il n'y avait plus de place. Merci. Super projet, c'est trop chouette de voir que voilà, il y a toujours de la créativité, de la motivation. Enfin voilà. Merci Juliette, l'équipe. Comme tu sais, nous on a un projet fort similaire à Bruxelles
donc où on fait de l'outreach avec Trod Fibroscan. Avec votre vélo? Mais nous, c'est en vélo. Mais génial. Voilà, c'est une petite ville. Ah oui, c'est génial. Et donc, voilà, on essaye d'aller dans... Donc, pendant plusieurs années, on a fait focus vraiment sur des institutions type Carud, XAPA. Je dis à Kim, ils ont tous sur le vélo. Mais parce que Trod, oui, c'est fait sur le vélo. Oui. Ouais, on dirait... T'as pas une photo? T'as pas la brochure avec. Donc effectivement, on a eu la chance, on a répondu à un appel à projet de Tern, donc c'est des vélos électriques qui donnaient des vélos pour des projets en santé, 5 dans le monde. On en a eu un, on est super contents. Et du coup, on a construit des caisses. C'est Mélanie qui est à l'initiative du projet là. Non, non, ils vont dans nous, on va dans les institutions existantes, en fait. On n'a pas vraiment de mur, entre guillemets. Ah oui, il est génial, leur vélo. Ouais. Je dis ça parce que en fait, le centre hospitalier de Perpignan, dont je fais partie, on a fait l'acquisition également de vélos électriques pour nos maraudes. Et c'est vrai que je me suis pas imaginé mettre tout ça sur le vélo pour l'instant, parce qu'on a juste un petit panier à l'arrière. Et du coup, je viendrai voir votre photo. Bien là. Comment? Oui, nous aussi, c'est des vélos comme ceci, mais il faut que je vois. Du coup, peut-être plutôt échanger avec Mélanie, qui a vraiment construit le projet au niveau logistique aussi. Donc, donc, au départ, on allait aussi beaucoup dans les XAPA, les Carud. On se rend compte qu'il faut aussi, du coup, s'ouvrir à d'autres lieux, parce que finalement, on trouve plus tellement d'hépatite C. On sait qu'il y en a encore, mais pareil, en fait, c'est vraiment ce que tu dis, trouver une aiguille dans une botte de foin. Et donc, on essaye de se diversifier. On fait un peu aussi des essais-erreurs dans des centres qui accueillent des MENA, donc des mineurs. Ah oui. Mais les squats, c'est pareil, c'est un bon truc, je pense. Voilà, on commence à faire des maraudes aussi dans les squats, etc. Donc, on essaie vraiment de diversifier. Donc, je pense qu'on a vraiment les mêmes défis. Et au final, ma question, elle allait rejoindre un peu celle de Pascal, parce que tu dis... on doit trouver, c'est la même chose pour nous, on doit trouver, tu disais 3000 hépatites C encore dans 5 ans. Mais pour nous, il y a une grande question. On vient proposer du dépistage par Trod, c'est fait, alors qu'effectivement, les XAPA, les Carud seraient théoriquement en mesure de le faire aussi. Donc, c'est toujours la question de venir ne pas faire à la place, venir soutenir. On donne aussi des formations au Trod pour Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ces gens-là qu'on cherche, il y en a beaucoup qui ne vont même pas dans les XAPA. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais en tout cas, nous, on commence à s'éloigner un peu des XAPA, en tout cas, en se disant on va essayer plutôt de transférer les compétences. Ça marche moyennement. Je pense qu'il y a encore un gros travail là-dessus. En fait, c'est essayer de s'appuyer sur les structures existantes qui pourraient faire du dépistage, en même temps ne pas aller leur dire, comme tu dis, mais on vient parce que vous faites pas bien votre travail. Non, donc c'est des positions qui sont pas toujours super simples. Mais voilà, comment est-ce que toi tu as une idée sur la manière de... Mais c'est vrai que tous les accueils de jour, là par exemple la SDAT, nous on en a un, ça fait 3 fois qu'on y va, il a une hépatite C, il veut pas se soigner et il est en colère contre la société. Il dit moi je m'en fous, vous m'emmerdez, j'ai pas envie de me soigner, j'ai pas d'appartement, c'est pas ma priorité de soigner mon hépatite C et tout. Mais on y arrive petit à petit parce qu'à chaque fois il vient quand même. À chaque fois il redemande un dépistage. Alors, je lui dis à chaque fois mais elle n'a pas disparu par l'opération du Saint-Esprit ton hépatite C. Il rigole, il plaisante, il est de moins en moins agressif et je pense qu'on va y arriver. On va y arriver, mais je pense qu'il y en a plein des comme ça. Quelque part c'est presque de la provoque. Tu veux que je me soigne, mais moi j'ai d'autres priorités, trouve-moi un appart déjà, tu vois. Il y a un peu de ça. Oui, c'est ça, donc le travail du lien, et c'est ça qui est génial avec l'outreach, en fait, la Lever. Mais en gros, voilà, c'était plutôt partager une réflexion. Comment est-ce qu'avec notre petit projet, à nous seuls, on va trouver les hépatites C qui restent d'ici 2030. Puis il y a aussi le truc que nous, on n'est que des bénévoles. Donc, c'est des choses qu'on fait sur notre temps de vacances ou nos RTT, etc. L'infirmière, elle fait ça sur les RTT. Donc, à un moment, on a tous besoin quand même de garder un peu des jours de vacances. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas plus non plus. L'ARS, ils sont marrants, aller dans les CHRS, aller dans les prisons. Ils ne veulent pas nous donner des temps de salariés. Donc, à un moment, on leur dit, je trouve qu'on fait déjà pas mal quoi, par rapport au fait que... Pardon, les formations, du coup, ça porte ses fruits. Les formations au Trod
Je ne sais pas s'ils les font après les TROD. Je ne sais pas, parce qu'il y a des endroits où on va. Une fois, j'étais en panne de TROD VIH, ils en avaient. Donc, je ne sais pas, ils ne les font pas, je pense. Ils les ont, mais ils ne les font pas. Quels sont les freins? Écoute, une fois on est arrivé dans une structure, on savait qu'ils étaient formés, les gens. Donc on leur dit, on vient vous proposer une aide au dépistage, mais si vous voulez, allez-y, faites-les les trottes si vous voulez en faire. Oh bah, on ne tient pas plus que ça. Alors, tu vois, tu as envie de leur dire, pourquoi vous faites les formations alors si vous aimez. Moi, je comprends qu'on n'ait pas envie de faire des trottes. Moi, j'aime pas faire les fibroscans, par exemple. De toute façon, je suis pas infirmière, donc je le ferai pas. Mais j'aimerais pas. Mais je ferai pas une formation, quoi. Je veux dire, si tu n'as pas envie de faire, tu fais pas les formations. Comment ça? Justement, moi je suis du CHU de Toulouse, je propose les mêmes missions, Fibroscan, TROD, GenExpert. Ouais. Et justement, maintenant que sur les formations Fibroscan, après les formations, moi je propose un compagnonnage et un peu un crossover. C'est-à-dire qu'en fait, je vais dans les structures, je leur dis déjà, maintenant vous êtes formés, très bien, je sais que vous avez le droit de le faire, mais c'est comme le permis, c'est pas parce que vous savez conduire qu'on est à l'aise. Donc du coup, moi je vais venir, je vais vous accompagner. Et en plus, tiens, là je vois le XAPA, je vais inviter les collègues du CGID qui ont été formés, et ils vont venir dans les structures, ils vont faire les TROD, et comme ça, tout le monde se rencontre et tout. Moi je suis une entremetteuse en fait, moi je suis là, pour le dire, moi je suis qu'un outil, je mets à disposition des outils, et après je vous mets en relation tous ensemble, et après vous faites... Et des fois... Ensemble, c'est-à-dire que tu vois, dans un XAPA qui fait des actions de dépistage, je vais appeler le CGID pour leur dire aujourd'hui je fais une action. Est-ce qu'il n'y a pas une infirmière qui a été formée qui veut venir? Voilà, et en plus, ce qui serait bien, parce que moi, je n'ai pas de chapelle, je leur dis, il faut réserver des créneaux peut-être pour la PASS ou pour le CADA, pour qu'ils puissent venir faire le GenExpert ou le Fibroscan. Moi, je dis, c'est une condition sine qua non pour que je mette à disposition l'outil. C'est pas vrai, je le mettrai quand même à disposition. Mais je dis, voilà, il faut qu'on abatte les murs, il faut qu'on puisse bosser à toutes ces structures. Et puis, des fois, je vais avec d'autres structures. Comme je sais que sur le Fibroscan, il y avait la CAP, j'ai dit allô Diabète Occitanie, j'ai un outil qui permet de venir à le CAP. Et du coup, je vais dans les maisons de santé, je leur dis dans les maisons de santé, il y a le XAPA qui voudrait venir faire des dépistages, et du coup, voilà, moi je fais des réunions comme ça, tout le monde. Mais tu vois, des fois, moi je dis, quand tu te fais sortir par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Mais c'est ça. Parce qu'on a essayé à la prison, j'ai eu l'occasion d'aller à la prison de Varennes-le-Grand, et j'ai rencontré l'unité sanitaire, le médecin et tout ça. Donc je lui propose de venir faire du dépistage. Il me dit, oh non, c'est pas la peine, vous savez, il dit, de toute façon, tous les gens quand ils rentrent en prison, on les dépiste et tout. Je lui dis oui, mais attendez, nous on a un fibroscan. Et c'était juste quand il y a les 2 gardiens qui se sont fait fumer là au péage. Donc je lui dis, vous, quand vous devez faire un fibroscan à un détenu, vous le sortez, vous l'emmenez à l'hôpital. Là, je dis, on rentre le fibroscan, on peut en voir 15 dans la journée, 20 dans la journée. Il dit ouais, peut-être et tout. Et puis en fait, 2 jours après, il m'a envoyé un mail, il me dit, oh oui, finalement, je veux bien que vous veniez et tout. On est venu, on a fait une super journée, et à la fin de la journée, il m'a avoué qu'en fait, il ne dépistait pas tout le monde. Il m'a dit, en fait, on dépiste les gens quand ils passent à l'unité sanitaire, mais sinon, il y en a qui passent à travers. Donc, en fait, il dit, voilà. Donc, on a réussi quand même à rentrer. Et maintenant, il veut qu'on revienne. Il m'a dit, j'aimerais bien qu'on fasse ça tous les ans et tout. Donc, parfois, il ne faut pas hésiter à... Je vous dis, il vous vire par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Oui, voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. On va laisser Hakim parce qu'il ne va pas pouvoir nous présenter ce bel appareil. Demi-heure qui nous reste pour... On a trop hâte. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Hakim Bouchkira, infirmier coordinateur de l'équipe mobile hépatite. C'est un service expert de lutte contre les hépatites virales. C'est celui qui est le plus au sud de la France, celui à Perpignan. Je vais vous présenter donc ce dispositif, un automate. On participe encore actuellement à la validation de ce dispositif qui est un test rapide innovant pour le dépistage combiné hors les murs du VIH et des hépatites virales B et C. En introduction, donc ce test Magia IBC, comme on l'appelle, c'est un dispositif donc immunologique qui permet donc de dépister, vous l'avez compris,
tout cela en même temps, VIH, hépatite B, hépatite C, sur du sang capillaire prélevé au bout du doigt, 50 microlitres, et c'est réalisé à l'aide de consommables que je vais vous présenter dans ce topo. C'est un dispositif en fait qui délivre des résultats en 12 minutes. Donc on l'a intégré au sein de notre équipe. Donc moi je fais partie de l'équipe mobile hépatite. Voilà la composition. On a un médecin coordinateur qui s'appelle le docteur André-Jean Rémy, pour ceux qui connaissent. On a la chance d'avoir 3 infirmiers à temps plein, une assistante sociale à temps plein, une secrétaire à mi-temps, un médiateur en santé à temps plein également. Et donc nos missions, c'est justement l'élimination de l'hépatite C. On prend en charge donc les hépatites B également et delta. Dans nos missions, ça a toujours été d'améliorer en fait le dépistage et d'améliorer le parcours de soins de ces patients porteurs de ces maladies. Comment en fait, avec ce que vous venez aussi d'entendre, le aller vers, mais la simplification du parcours de soins grâce aussi au réseau de partenariat, au réseau de partenaires qu'on a construit depuis déjà plus de 11 ans, parce que l'équipe a été créée en 2013. Le développement de la coopération hépatologue-infirmier, c'est comme ça qu'on a construit la simplification du parcours de soins. Donc on a plein de partenaires dans différents champs, je ne vais pas tous vous les citer, mais services hospitaliers, vous pouvez les lire, la prison, on y va de manière hebdomadaire, la permanence d'accès aux soins de santé, le centre de lutte antituberculeux, la psychiatrie également, ça c'est vraiment un champ important où on va dépister, où on a une relation très forte, un partenariat très fort avec le centre hospitalier de Tuire, les centres médico-psychologiques, avec toutes les structures médico-sociales, les CARUD, pour ceux que les XAPA, toutes les structures, et le secteur associatif également. Ce sont nos partenaires, on en a plus de 1000. Et donc, on a une population cible depuis 2013 qui sont les usagers de drogue, les détenus, les patients en situation de précarité, les migrants et les malades psychiatriques. On fait des maraudes, donc c'est vrai que c'est le centre hospitalier, c'est pour ça qu'on a ces fameux vélos électriques pour essayer de faciliter, parce qu'on y va en véhicule, en voiture, et on trouvait que c'était assez compliqué. En vélo, donc c'est un nouveau projet actuellement, mais qui n'est pas forcément le sujet de la présentation. Donc voilà, on offre aux structures partenaires et aux patients 15 prestations dans le différents champs, la prévention, la formation, le diagnostic et la prise en charge, forcément, donc les TROD, le fibroscan, la charge virale en 58 minutes, tout ce que vous venez d'entendre. On a une unité mobile, le camping-car, l'accès au traitement, le pouvoir prêter des téléphones pour faciliter aussi le lien avec l'équipe, des sessions test to street, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein, du dépistage jusqu'à la mise en place du traitement, et par un infirmier du début jusqu'à la prescription même du traitement. On a un protocole local qui permet à l'infirmier de prescrire le traitement de l'hépatite C, moi-même. Alors, donc, cet outil s'intègre en fait dans la phase de dépistage. Donc, ce qu'on utilise comme outil actuellement, c'est les TROD. Okay, ça, c'est quelque chose qu'on faisait en parallèle. Les résultats qui étaient donnés n'étaient pas forcément partagés aux patients. C'est vraiment purement des données qui sont récoltées pour justement, certainement, on a la cofondatrice qui est avec nous, Sarah, qui certainement peut-être aller chercher le label marquage CE, en fait, qui pour l'instant n'est pas acquis. Donc c'est dans ce cadre-là que nous faisons ces actions. Donc c'est de comparer en fait le Magia diagnostic au TROD. Et donc on fait les TROD, on fait le GeneXperts pour la charge virale. Si les patients ont une hépatite C, on fait le fibroscan et on met en place le traitement. Donc le sujet de cette présentation, c'est vraiment ce dispositif. Et donc on va faire un zoom et on va commencer à regarder de plus près cet outil. Voilà, donc c'est en fait 3 maladies donc, en même temps. Résultat en 12 minutes, 50 microlitres de prélevé. Il est portable, il est léger. Je vais essayer de ne pas le faire tomber. Il est autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être toujours sur une prise. Il peut être emporté partout. On peut faire 1 ou 2 patients en même temps. Et vous voyez, ça fonctionne comme les TROD à peu près. On a la lancette, on pique, la pipette de prélèvement. Je ne sais pas si je peux mettre le petit... oui. Ça va être un peu compliqué. La pipette de prélèvement, le tube avec le réactif à l'intérieur, où on met le sang justement, et la cassette que j'ai ici
Voilà, une seule cassette pour les 3 tests. Alors, en pratico-pratique, c'est on désinfecte, on pique, on prélève le sang avec la pipette, on le met dans le tube avec le réactif, on referme, on met 4 gouttes et on introduit le test dans l'automate et donc les résultats en 12 minutes. L'objectif, donc c'est une étude prospective bicentrique avec l'hôpital européen de Marseille et l'équipe mobile hépatite. Donc les objectifs globaux, c'était de, je vois pas très bien sur l'écran, j'aurais dû prendre mes lunettes, de tester le dispositif. Je vais reculer un peu, excusez-moi. Non, mais ça va, j'ai pas pris mes lunettes. Non, mais ça va, je vois. Les objectifs globaux sur Perpignan et Marseille, c'est donc de tester le dispositif sur le sang capillaire de patients infectés par le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C, et d'évaluer l'équivalence des résultats en sang capillaire, sang veineux, sérum et plasma. 2 objectifs quand même différents selon Marseille et Perpignan. Nous, c'était sur les patients à risque d'être infectés par les hépatites, mais surtout l'hépatite C. C'était notre cible. En fait, on devait faire 25 patients avec une charge virale positive. Donc, les méthodes de référence qu'on utilisait, c'était donc le TROD, que je vous ai expliqué, de chez Biocinex, pour ne pas les citer, et le GeneXpert de CFED. L'environnement, vous l'avez compris, on est en unité mobile, on est partout, dans des XAPA, dans des CARU, voilà. Et donc la séquence d'analyse, test, et s'il est positif, je lance un MAGIA. Si le TROD est positif, je lance le MAGIA, et moi je continue mon parcours de soins. On demande aux patients un consentement, il y a toute une phase d'inclusion. C'est anonyme pour le patient. Pardon, je reviens. Pour Marseille, eux, c'était plutôt des patients infectés sur le VIH et l'hépatite B, mais dans un environnement qui était un service d'infectiologie et de laboratoire d'analyse. Donc vraiment 2 champs assez différents. Et donc voilà les résultats. Alors, on avait 41 patients. Il a été utilisé auprès de 41 41 personnes. Donc 2 personnes chez qui j'ai réalisé le test, mais qui, pour tous les TROD étaient négatifs. Donc là, c'est vrai que j'ai pris un peu de liberté. C'était pas forcément l'objectif. C'était les patients positifs, mais je me suis aventuré. Je sais pas d'ailleurs pourquoi. Mais j'ai dit tiens, je vais le tester. Et puis 39 personnes avec un TROD VHC positif cette fois, dont 25 avaient une charge virale positive. Une personne avait aussi une sérologie HIV positive et une autre avait une hépatite B positive. Donc chaque individu est testé avec 7 petites cartouches, d'accord, et je prélève le sang capillaire, je l'intègre et on voit les résultats. Alors, les résultats, c'est la colonne du bas. Donc en fait, on avait le VIH qui a bien été détecté, l'hépatite B qui a également été détectée. Concernant l'hépatite C, en fait, on a eu... alors, sur les 25 que l'appareil devait détecter, il en a détecté 24, puisque c'est les 25 avec la charge virale positive. Hein, okay. Donc, il en a détecté 24. Il y a eu un rendu faux négatif, mais c'est ce patient qui avait le VIH, c'était une co-infection, en fait. Et d'ailleurs, j'avais aussi eu une erreur sur le TROD. Concernant les hépatites C qui étaient guéries, d'accord, les 14 patients, puisque j'avais 39 TROD positifs, 25 avec une charge virale positive, j'avais 14 patients qui avaient une charge virale négative, et le MAGIA, lui, il m'a dit négatif. Donc il n'a pas donné de résultats positifs au niveau de la sérologie, il a dit négatif. Et les 2 tests qui étaient négatifs au niveau des TROD étaient aussi négatifs sur ce dispositif. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai noté en dessous, il y a une forte corrélation en fait avec le test MAGIA, avec la charge virale. C'est-à-dire quand le patient a une charge virale négative, lui il me dit négatif,
alors que c'est sérologie qu'on recherche. Hein. Et quand le patient a une charge virale positive, il me dit positive. Donc je trouvais ça... Je me suis dit, c'est peut-être de là que vient le nom magicien. Non, mais c'est vrai, sur le coup, j'étais quand même très surpris. Je me suis dit, waouh, mais c'est quand même incroyable. Et est-ce que quel est l'objectif? Pourquoi? Donc, on s'est questionné en équipe. On s'est dit, mais attends, est-ce que c'est normal? Enfin, c'était très intéressant. Et sur l'hôpital de Marseille, donc 57 patients, il y avait 23 personnes infectées par l'hépatite B, 27 infectées par le VIH, 5 co-infectés HIV-VHB, 2 personnes négatives. Voilà, donc eux, ils ont quand même testé à chaque fois 4 cartouches, une sur sang capillaire, une sur sang veineux, une sur sérum et une sur plasma. Au niveau de l'efficacité, donc on a sur le VIH, sur les 32 personnes, il y en a 30 qui ont été détectées. Il y a eu une personne faux négatif, mais aussi sur les TROD. Et un autre patient également faux positif à l'hépatite C au lieu du VIH. Sur l'hépatite B, on a vu 28 personnes, donc il a détecté les 28 personnes, sauf un patient qui était faux négatif sur le sang capillaire uniquement, donc, parce que là c'était testé sur 4 capillaires veineux, sérum plasma. Et sur les hépatites C guéries, donc l'ARN négatif, c'était bien 3 négatifs précisés par le MAGIA, et pour les patients qui n'avaient rien du tout, c'était aussi bon pour le MAGIA. Donc il y a une excellente concordance par rapport aux méthodes de référence. Donc après, sur les avantages du MAGIA, c'était de réfléchir à ça. Moi, je trouvais que une cassette pour tester les 3 principales infections, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Parce qu'on est là, on ouvre ces 3 cassettes qui ont aussi des fois qui se ressemblent énormément, sauf si on utilise Biocinex, mais on a des fois des cartouches qui sont très similaires. Et une pipette aussi, au lieu de 3, pour éviter aussi les erreurs d'utilisation. On est censé, selon certains tests, il y a des microlitres différents quand on prélève, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. La lecture en 12 minutes, alors que sur les TROD, on est plutôt sur 20 minutes normalement. Et donc, sur les bénéfices par rapport à ça, c'est simplifier la procédure de test pour dépister plus de malades, puisque c'est 12 minutes. Donc, un dépistage aussi systématique qui limite les occasions manquées. Je pense justement aussi à l'hépatite B, où parfois on questionne nos patients en disant « Est-ce que vous avez déjà été vacciné pour l'hépatite B ?» Et puis il va nous dire que oui, mais en fait c'est pas documenté, il n'a jamais les éléments. En fait, c'est très rarement qu'il va nous sortir son carnet de vaccination à jour en nous disant « Regardez, c'est fait, c'était telle date ». On ne sait jamais finalement. Et puis quand on creuse, des fois il nous dit c'était le Covid en fait, et puis donc ou bien c'était l'hépatite A, parce qu'on s'arrête juste à hépatite et on ne précise pas la B. Enfin, donc même nous en équipe, on avait décidé de dépister systématiquement l'hépatite B, sauf si le patient nous dit si, regarde, j'ai bien fait la vaccination. La simplification de toute la logistique, forcément, puisque c'est l'utilisation d'un kit au lieu de 3, la gestion des stocks, la gestion des déchets, la traçabilité automatisée. Je ne sais pas comment vous faites vous, mais en tout cas, nous, chaque trot qu'on fait actuellement est retranscrit sur un tableau Excel pour pouvoir ensuite analyser ce genre de choses. Là, c'est l'automate qui s'est enregistré directement, et ça, c'était aussi intéressant. Donc, pour la secrétaire, ça pourrait libérer du temps. Sur les prochains développements, c'est les perspectives en fait sur ces cartouches. Le full screening qui permettrait de dépister le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B plus la syphilis sur une seule cartouche. Aussi une cartouche spéciale vaccination et orientation où il y a les anti-HBC, l'antigène HBS bien sûr, mais aussi l'anti-HBS pour savoir si la personne justement est vaccinée ou pas, ou si c'est une infection ancienne et guérie, les anticorps anti-VHC, et même de rajouter finalement l'antigène de l'hépatite C qui est toujours, enfin qui a un taux de spécificité très élevé. C'est quelque chose qu'on utilise très peu aujourd'hui parce que nous on fait que la charge virale, mais quand la virémie est forte, ce test est une très bonne spécificité. Et aussi une autre cartouche sur le test and treat par rapport à l'approche de la syphilis,
où on peut dépister les syphilis actives plutôt que les syphilis anciennes et guéries. Donc en conclusion, le test Magia, moi j'ai trouvé que c'était un dispositif qui était innovant, et notamment aussi par sa manière de corréler justement cette charge virale à le résultat d'une sérologie corrélée à une charge virale de l'hépatite C. J'ai trouvé efficient, donc surprenant justement par rapport à ça, et j'ai calculé un peu le temps, et notamment sur l'année 2024 à l'équipe mobile hépatite. Tout en bas, vous avez le petit chiffre, on a dépisté 1171 personnes. 1171 personnes dépistées en 2024, 100 TROD VHC positifs, mais 46 patients avec une charge virale C positive. Donc, si on regarde le timing, procédure actuelle, on est sur 78 minutes. Donc, on fait le TROD, 20 minutes. On enchaîne avec la charge virale, 58 minutes. Ça fait 78 minutes. Et là, le nouveau dispositif, ça veut dire qu'un patient qui a guéri spontanément, il va nous dire négatif, donc 12 minutes. Et ben, en termes de timing, c'est quand même 59 heures de gagner. Temps total de gagner 59 heures. 59 heures, ça fait quand même pas mal de patients en plus sur une session quand on voit l'énergie qu'on déploie pour organiser une session de dépistage. Voilà. Merci. Ah oui. Je vais quand même préciser que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Magia et que c'est le centre hospitalier qui a aussi financé ma participation à son congrès. Voilà. Merci beaucoup. Bon, il y a déjà des questions. 1, 2, ok. 3, moi aussi. Bonjour, salut. On est avec Hakim, on est sur la même région. Et est-ce qu'il y a une idée du coût déjà, une estimation? Franchement, moi je ne me suis pas penché sur le sujet, mais Sarah peut peut-être nous répondre. Nous, notre but sur les cassettes, c'est de faire comme le TROD. Donc ça serait d'être à 15 € pour les 3 paramètres, pour s'aligner avec les TROD style Biocinex, comme on fait les 3 à la fois. Et après, sur l'instrument, comme on sait que ça peut être quand même un frein, on réfléchit donc soit de la vente, soit de la mise à disposition. Sur le prix, ça serait 10 000 dans un premier temps, parce que là, on en est à nos débuts et qu'on produit des petites séries et que du coup, aujourd'hui, on les produit à un certain coût, qui est environ 10 000 €. Et notre but, c'est pas de nous faire de la marge là-dessus, c'est plutôt par la cartouche et voilà, d'avoir un modèle où on vend la cartouche, mais où le lecteur, à terme, serait soit peu cher, soit en dispo. 10 000 pour vous, à moi, il me fait un bon prix. Nous, aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, il nous coûte 10 000, mais à terme, l'idée, c'est, voilà, oui. Plus on en produira, moins plus ça sera bas. On n'a plus d'argent, ça fume. Mais alors, nous non plus, on n'a plus d'argent. Si vous avez des... Oui. Pardon ? Nous, c'est Magia Diagnostics. Donc nous, on est une start-up grenobloise qui est issue des laboratoires de recherche. Et on a créé cette techno, on a été créé il y a 8 ans maintenant. Au début, on n'avait rien. Assez vite, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et par valeur, par les points forts de la techno, on s'est dit qu'on voulait aller sur l'infectieux. On en est venu à ce test-là et donc on l'a développé jusqu'à maintenant. Là, on est en train de finir notre validation clinique pour obtenir le marquage CE certainement fin d'année prochaine parce qu'il faut 1 an entre le voilà. Sarah, je voulais demander un truc. Donc, si je comprends bien, donc cet appareil, il fait une sérologie. Oui. Mais par contre, on peut supposer que quelqu'un qui est guéri d'une hépatite C depuis longtemps, l'appareil va le déclarer négatif. Oui. Mais par contre, quelqu'un qui vient d'avoir une hépatite C et qui vient juste d'être guéri, lui, il a beaucoup d'anticorps, donc il y a de fortes chances qu'il le déclare positif. Non ? Oui. Oui. J'ai pas testé. C'est pas l'objectif de notre test pour l'instant. Non, mais c'est quand même l'intérêt, c'est de remplacer un peu le GeneXpert. Je pense que là, ça va être compliqué. Enfin, en tout cas. Je pense pas qu'on pourra remplacer le GeneXpert parce que ça reste la référence, ça reste un test de confirmation. Nous, on restera un test de sérologie.
mais on sera plus prédictif par rapport au TROD sur l'infection ou pas. Ça ne sera pas à 100% dans le sens où, oui, effectivement, quelqu'un de guéri très récemment, on le détectera. Pardon, mais du coup, un VHC négatif, enfin un VHC guéri qui sort en négatif, est-ce qu'on passe pas à côté aussi d'une histoire de vie qui pourrait nous mettre en contact avec des gens qui auraient pu aussi être concernés? Moi, je trouve ça toujours intéressant de savoir qu'on a eu la maladie, mais on la porte plus aujourd'hui. Je suis d'accord. Nous, quand on a développé le test, sans vraiment comprendre pourquoi, on s'est rendu compte, nous, dans les laboratoires, il y avait une population qu'on ne détectait pas au début. On a eu du tout venant. On a pris des échantillons anti-VHC pose. On s'est dit, c'est bizarre, il y en a un certain nombre qu'on ne détecte pas. On a cherché à comprendre pourquoi. On a compris qu'ils étaient charge virale neg. On s'est dit, c'est un peu étonnant, mais voilà, après, on a voulu le prouver. Est-ce que c'était pareil dans la vraie vie? Donc, c'est de là aussi qu'est venue l'étude. On en a discuté avec notre organisme notifié qui va nous donner le marquage CE et qui acceptera. Donc, on a expliqué, il nous a dit, si vous revendiquez que votre outil doit être utilisé pour faire du dépistage, voilà, c'est comme ça qu'il nous a dit de faire. Mais oui, ça a des avantages et des inconvénients. Il y a une question. Il y a une question au fond. Pascal. En fait, comme c'est enregistré, c'est parce que c'est enregistré, il faut le... Je m'appelle Marcel Chombier, alors si c'est enregistré. Non, pour que ça soit diffusé ensuite. Non, Pascal Mélin, c'est génial. Je pense que c'est la machine qu'il faut avoir pour obtenir l'éradication en 2030. C'est ça dont on a besoin au quotidien. Par contre, tous autant qu'on est, c'est exactement ce que tu disais à l'instant, c'est quand on a une sérologie VHC, c'est un marqueur comportemental en termes de RDR, c'est pas une machine de RDR. Non. Parce que la sérologie, quand tu as un mec qui est VHC positif mais qui est non virémique, tu dis attends, je pourrais être en train de t'annoncer un VIH, là tu as du bol, tu es négatif, c'est tant mieux, etc. Mais tu as eu un comportement à risque, il faut qu'on revienne dessus, tu sais où aller chercher les pompes, etc. Et je pense qu'il faut qu'on fasse bien cette différence. Moi, je signe tout de suite les yeux fermés pour la machine dans un objectif d'éradication. Oui. Dans un objectif de RDR, on n'y est pas. Oui. Je voulais savoir si les cassettes, un peu comme le GeneXpert, ont besoin d'être mis dans une température spécifique. Il y a des réactifs à l'intérieur de la cassette ou pas? Il y a des réactifs à l'intérieur de la cassette. Dans chaque chambre, on détecte un paramètre différent. On a un type de réactifs qui sont séchés. Du coup, les cartouches, elles se conservent à température ambiante. Comme l'électrode, quoi. Ouais. Franchement, nous, on ne l'a pas ménagé du tout sur l'utilisation. Je vous assure que... Avec les fortes chaleurs et tout ça, ce qu'on fait avec les cartouches, c'est fait. Par contre, on les met dans de la glace, dans les glacières où on contrôle les températures, c'est très précis. Là, les TROD, notamment là-dessus, on ne l'a pas fait. J'ai une petite question par rapport au développement, justement. Est-ce qu'après, on peut imaginer plein de détections, plein de maladies, autres Oui, c'est l'idée. Donc là, on a déjà... La syphilis. Là, très court terme, ce qu'on ajoute, c'est la syphilis. Le micro, s'il vous plaît. Là, on a déjà commencé à développer le test et on a une étude clinique qui va commencer là-dessus. Et après, effectivement, les prochains développements, ça serait P24, anti-HBS, anti-HBC à court terme, on va dire. Et après, on pourra ajouter d'autres choses comme donc les choses auxquelles on pense, syphilis non tréponomique, HCV antigène, bien que c'est techniquement compliqué, mais voilà, c'est des choses auxquelles on pense. Oui. En fait, on a développé pour que... En fait, on peut mettre 2 cartouches. Donc, on peut mettre 2 cartouches pour 2 patients. Mais l'idée, c'est qu'avec le prélèvement qu'aujourd'hui est fait, par exemple, par Hakim de 50 microlitres, on peut remplir 2 cartouches. Et donc, du coup, l'idée, c'est que si on développe la 2e cartouche qui contient anti-HBS, anti-HBC, etc., on peut analyser les 2 cartouches en même temps pour le même patient et ça fait les 10 résultats. En gros, on peut analyser les 2 cartouches à la fois. Oui. C'est vrai que ce qui est pas mal aussi, c'est que Je suis la directrice R&D et non pas le... je décline tout. En fait, même que quand le patient est parti, on garde ce petit tube là avec le sang dedans et on peut le relancer une cartouche même 1 heure après en fait. Donc c'est
Si par exemple il y a un bug, je ne sais pas, hop, tu peux relancer une... Oui, il y a une batterie et du coup... J'ai pas eu de bug, mais... Il peut être utilisé sur secteur ou sur, batterie. Là, il est sur batterie, il est allumé. Là, il est allumé. Il a 8 heures. Il a 8 heures sur batterie. Il fait moins de 4 kg, je crois, 3,4. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions dans l'assistance ou ici sur la table? Ok, je pense qu'on peut clore cet atelier. Merci à tout le monde. Merci.